Bien, bonsoir à tous. On va commencer notre séance. Ce soir, on reçoit Bassem Assé, qui est adjoint nantais au dialogue citoyen et à la co-construction. Il est en charge des dispositifs mis en œuvre sur le territoire de la ville de Nantes en matière de démocratie participative, même si je sais qu'il préfère le terme de dialogue citoyen à celui de démocratie participative. Il pourra sûrement développer ça. Sur ce plan, Nantes a une certaine ancienneté puisque les premiers conseils de quartier ont été créés en 1996, il y a déjà 20 ans, en même temps d'ailleurs que était créé le conseil de développement, alors qui ne portait pas ce nom-là à l'époque, mais qui s'appelait la conférence consultative d'agglomération. Et si on se projette 20 ans en arrière, on n'était pas non plus dans un contexte de métropole, mais l'agglomération était très petite en taille et ça s'appelait un district, mais ça ne dit plus rien à personne. Depuis l'arrivée de Johanna Roland à la mairie, la co-construction des politiques publiques est un des thèmes centrales de sa conduite des affaires. Et Bassem Assé va nous dire comment cela se traduit concrètement dans la vie des Nantais. De nouveaux outils ont été mis en œuvre pour des habitants de plus en plus exigeants, mais aussi de plus en plus défiants. Cette délégation pour un adjoint est tout aussi importante que difficile dans un climat où la parole politique est accueillie avec une certaine circonspection. La rencontre de ce soir a pour objet de mieux connaître les conditions du dialogue citoyen à Nantes, mais elle s'inscrit aussi pour nous, pour le Conseil, dans une réflexion plus globale sur la question de la citoyenneté métropolitaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Michel Gellard et Jean-Yves Fayer sont à cette table. Ils sont les copilotes de cette réflexion et ils interviendront dans la deuxième partie de notre séance. Car en effet, participer à l'échelle communale est-il suffisant quand la métropole prend autant de poids, y compris dans la vie quotidienne des habitants? Les outils nantais ont-ils vocation à s'étendre aux autres communes de l'agglomération? Comment se crée des nouveaux sentiments d'appartenance à des territoires supracommunaux comme celui de la métropole? On n'épuisera sûrement pas le sujet ce soir, mais il nous a paru important de recueillir le point de vue de l'adjoint de la ville-centre de cette métropole. Et cette rencontre est d'autant plus intéressante que Bassem Assé fait partie d'une nouvelle génération d'élus qui essaye de renouveler la vie politique. Je rappelle au passage, et ça n'est pas fréquent, qu'il est toujours actif, qu'il dirige pratiquement, je crois, l'Europe. Il a la direction européenne d'une société américaine qui travaille dans le domaine du numérique. Et peut-être d'ailleurs que la question du numérique dans le dialogue citoyen pourra être posée ce soir. Si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est très très actif sur les réseaux sociaux et à lire son blog. Voilà l'introduction que je voulais faire. Je vais lui céder tout de suite la parole et puis après on aura bien sûr un temps d'échange. Merci surtout à vous d'être là. Merci pour cette présentation et tout de suite ça... Oui, tout de suite ça... Faut prendre le micro parce qu'on enregistre et on met en ligne après. Oui, très bien. Donc si vous enregistrez, je ne vais pas enregistrer moi, c'est pas la peine. J'avais prévu mon téléphone pour enregistrer. Donc tout de suite, ça plante le décor et ça met un peu la pression parce que renouveler les pratiques politiques, ce n'est pas rien. Avec toutes les générations passées et toutes les habitudes qui peuvent être prises et les attentes nouvelles, la barre est placée assez haut. Mais on va voir ensemble comment aujourd'hui, en tout cas à Nantes, en 2016, on essaye de faire un peu plus de place pour que les citoyens puissent participer à la prise de décision et à la réalisation parfois d'un certain nombre de projets. Et donc naturellement, je vais parler pendant 35-40 minutes et puis après on aura l'occasion d'échanger autour de ces sujets, puisque si on parle de dialogue citoyen, je pense que dans cette présentation, il est nécessaire qu'elle soit la plus interactive possible pour qu'on puisse dialoguer justement. Ce que je vous propose, c'est d'aborder quelques questions qui sont décrites ici. D'abord s'interroger sur la crise de la démocratie en général, pas spécifiquement liée à notre région ou au Grand Ouest ou même à la France, la question de la démocratie en général. Et puis ensuite de voir quelle réponse on peut y apporter. Vous imaginez bien que la question de la démocratie
participative est une partie de la réponse. Et donc, j'essaierai de voir avec vous pourquoi c'est une partie de la réponse, comment on peut mettre cela en œuvre, à qui ça s'adresse et pour faire quoi surtout. Et puis enfin, on essaiera de conclure sur quelques éléments qui permettent de mettre tout ça en perspective. En ce qui concerne la crise de la démocratie, je pense qu'on devrait même être plus précis, la crise de la démocratie représentative. Et j'ai fait exprès de mettre ça sous la forme interrogative parce qu'en réalité, on sait qu'il y a de la défiance aujourd'hui qui existe entre les électeurs et les élus. On sait qu'il y a une défiance qui existe entre les citoyens et les démocraties. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau et je ne pense pas que ce soit spécifique à la France. Alors, juste peut-être pour planter un peu le décor, une étude du CEVIPOF. Donc le CEVIPOF, c'est le centre d'études de la vie politique de Sciences Po. C'est un centre d'études composé d'un certain nombre de politistes, donc de savants en sciences politiques, qui étudient tous les ans, depuis 7 ou 8 ans, l'état de la relation entre les Français et la société en général, et plus particulièrement les institutions, notamment les institutions politiques. Et donc en fait, sur pour ceux qui ne la voient pas de loin, je vais peut-être vous indiquer quelques éléments. Donc c'est une étude qui s'étale dans le temps, sur 7 années. À chaque mois de janvier, il y a les résultats qui sortent, l'étude ayant été faite dans l'année qui précède. Et donc on a un certain nombre d'indicateurs, notamment des indicateurs concernant, là en l'occurrence, parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel. Vous voyez qu'en fait c'est une question qui est générale, qui ne s'adresse pas spécifiquement au domaine de la politique. Et on voit que les Français, en général, sont plutôt dans un état qui se rapproche de la lassitude et de la méfiance. Et donc vous voyez que si on regarde dans le temps, sur les 7 dernières années, c'est pas quelque chose qui a beaucoup évolué. On reste à peu près dans les mêmes ordres de grandeur et on reste sur quelque chose où la méfiance est quand même assez forte. Alors c'est la méfiance en général, l'étude le montre bien, c'est la méfiance aussi vis-à-vis de mon voisin, quel qu'il soit, vis-à-vis de du commerçant chez qui je vais m'approvisionner, vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle je travaille et naturellement vis-à-vis des institutions politiques qui régissent la société dans laquelle nous vivons. Alors si on va un peu plus précisément dans le domaine de la politique, les questions qui sont posées, c'est une question en l'occurrence vis-à-vis c'est l'opinion positive ou négative vis-à-vis de la démocratie. Et donc on voit qu'en fait c'est pareil, depuis 7 ans, la réponse est relativement négative, même très négative, en ce qui concerne la démocratie dans la population française en général. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On en parle souvent comme si c'était quelque chose de nouveau. On en parle souvent comme si c'était quelque chose qui date d'il y a quelques mois, voire quelques années. Parfois, on s'amuse même à le rattacher à l'état actuel de la situation politique vraiment d'aujourd'hui, du quinquennat en l'occurrence. Parfois, on le rattache plus généralement à l'état de la société depuis la crise de 2008, voire même depuis la crise qui a commencé quand je suis né, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans maintenant. Mais si on regarde bien les choses et qu'on regarde un peu l'histoire, ça date de bien plus longtemps. En réalité, ça date de l'époque même où la démocratie représentative est apparue, puisque ce texte qui s'appelle The Federalist Papers date de 1787 et il servait aux États-Unis à promouvoir la Constitution américaine qui venait d'être adoptée. Et donc vous voyez que déjà, au tout début, à l'aube même de la démocratie représentative, on avait un certain nombre de personnes qui commençaient déjà à creuser le fossé entre les électeurs et les élus. Je vous conseille cette phrase qui est extraite de ce texte, donc la traduction est assez bien faite, la phrase est un peu longue mais je vous la lis. La voix publique exprimée par les représentants du peuple est plus en accord avec le bien public que si elle était exprimée par le peuple lui-même, rassemblé pour cet objet. C'est osé, hein. Quand on pense à ce qu'on dit aujourd'hui, à ce qu'on écrit aujourd'hui sur la démocratie directe et la défiance qui existe entre justement les représentants du peuple et la voix du peuple, on peut se dire que cette question de la défiance et de la défiance vis-à-vis de la démocratie représentative existe depuis bien longtemps, puisque là, elle est en filigrane derrière ce que je viens de vous lire. Et donc, ça n'est pas spécifique à la France, en l'occurrence, puisqu'on parle des États-Unis de la fin du 18e. On parle aussi de la France, donc là, si vous ne l'avez pas reconnu, le général Boulanger. On parle aussi de la France de la deuxième moitié du 19e, pardon. Et puis on parle également des années 30. Les ligues d'extrême droite, elles étaient aussi antiparlementaristes, tout comme Boulanger l'était. Donc tout ça pour dire que la défiance entre les électeurs et les élus, ça n'est pas une question nouvelle, ça n'est pas pour nous rassurer naturellement, ça signifie simplement que la démocratie a quelque chose que cette méfiance est probablement inscrite dans la substance même, dans la nature même de la démocratie représentative,
et que donc il s'agit quand même de régulièrement essayer de se poser la question comment on peut améliorer les choses. Et puis en fait, cette question a été déjà posée il y a pas mal de temps. Parfois, on a l'impression de révolutionner les choses quand on arrive, surtout quand c'est le premier mandat. Moi, en l'occurrence, dans mon cas, c'est le premier mandat. Mais en réalité, cette question s'est posée et les idées pour régler cette question sont apparues assez vite, en réalité, dès la vague de 1977, si vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vécu, certains d'entre vous l'ont certainement vécu, d'autres l'ont lu dans les livres. Là, c'est un extrait du livre de Thierry Guidet, La rose et le granit, qui rappelle un peu comment s'est passé, comment s'est déroulée cette vague de socialisme municipal qui est arrivée donc en 1977, en particulier dans l'ouest de la France, et en fait qui décrit bien, donc je vous laisse la lire si vous le souhaitez, et puis je mettrai les slides les diapositives sur Internet. Ce qui est décrit ici, et ce qui est décrit dans les quelques pages qui précèdent et qui suivent cet extrait, c'est qu'en fait, dès les années 70, une partie de la gauche a voulu accéder à la magistrature suprême locale, entre guillemets, donc a voulu prendre les municipalités en souhaitant modifier la façon dont les municipalités étaient administrées, étaient gérées, en y ajoutant une forme de... Alors à l'époque, ils parlaient d'autogestion, c'était les années 70, hein, après 68, la deuxième gauche, le PSU, tout ça. Donc ils utilisaient le terme autogestion, ils utilisaient aussi le terme de participation, et donc leur idée, c'était de prendre le pouvoir et d'exercer le pouvoir en prenant en compte l'avis des citoyens. Certains d'entre eux l'ont fait, d'autres l'ont un peu moins fait. En tout cas, beaucoup pour ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait au travers des associations et donc des collectifs citoyens. Pas directement avec les citoyens, comme nous on essaye de le faire aujourd'hui en complément des associations, mais en tout cas dans les années 80, 90, et donc Philippe Audic l'a rappelé tout à l'heure, dès 96 à Nantes, Jean-Marc Ayrault a commencé à mettre en place une forme de dialogue citoyen, une forme de démocratie participative, et donc qui a permis de modifier un peu la façon dont l'exercice du pouvoir municipal était mis en œuvre. Et donc cette démocratie participative qui, en France, a été promue à partir des années 70, en tout cas à l'échelon local, à l'échelon municipal, est rentrée un peu plus dans la politique nationale par la grande porte de la présidentielle, alors avec plus ou moins de succès, je vous laisse le juger, au travers de la candidature de Ségolène Royal. Au-delà de la personne de Ségolène Royal, qu'on apprécie pas, c'est pas l'objet aujourd'hui. Le fait qu'elle ait promu cette façon de construire un programme et un projet politique a joué un certain rôle pour démocratiser l'idée de démocratie participative. Vous vous rappelez certainement de cette façon de faire qui s'appelait Désir d'avenir, qui était une façon aussi d'ouvrir le parti auquel elle appartenait, auquel elle appartient encore, de l'ouvrir sur la société et donc de construire un projet politique, un programme politique au travers de la contribution des citoyens. Donc c'était, vous vous en rappelez naturellement, 2006-2007. Plus récemment, au printemps, avec Nuit debout, là aussi, il ne s'agit pas pour moi de juger en bien ou en mal Nuit debout, juste de constater un phénomène qui a occupé pas mal de place publique, mais aussi de place dans les médias. Avec Nuit debout, on a commencé aussi à s'interroger sur l'importance de l'horizontalité du pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir des citoyens qui ne soit pas hiérarchisé, qui ne soit pas institutionnalisé. Et donc en réalité, Nuit debout, si vous jetez un œil sur ce livre de Gaël Brustier, la dimension de participation, la dimension participative au sein de l'organisation de Nuit debout, en tout cas à Paris, était quelque chose d'extrêmement important. Et donc du coup, les médias s'en sont fait l'écho, notamment au travers de cette notion d'horizontalité, et donc qu'on a régulièrement opposé à la notion de verticalité. Et puis on s'est mis à beaucoup parler de démocratie directe. Tout à coup, c'est redevenu à la mode. Tellement redevenu à la mode que si vous êtes abonné au journal Le Monde, qui n'est pas le plus révolutionnaire des journaux, eh bien, durant l'été, il y a eu une série de 6 articles qui évoquaient les différentes expériences de démocratie, disons, j'ose pas qualifier ça d'horizontale, mais pas loin, en tout cas d'innovation démocratique, si on peut dire. Donc c'est quelque chose qui est revenu un peu au goût du jour depuis, dans le cadre de cette fin de quinquennat de François Hollande. Et du coup, la question de la démocratie participative revient en force au niveau national. Alors à Nantes, on n'a pas attendu le national. Et donc, durant la campagne de 2013, Johanna Rolland avait une vision pour la ville, donc avec un certain nombre de thèmes qu'elle souhaitait aborder, qu'elle souhaitait approfondir. Et donc elle les a approfondis avec
les habitants. 4 réunions, à peu près 200 personnes dans chacune des réunions, qui permettaient de décliner un peu plus dans le détail chacun de ces grands thèmes. Comme si on avait donc les grandes orientations dans un premier temps, et ensuite on prend chacune de ces orientations pour la décliner un peu plus dans le détail. Et dès la victoire de cette liste, donc à l'occasion des élections de mars 2014, d'entrée de jeu, la question du renouvellement des pratiques politiques a été abordée au travers de la question de la démocratie participative, qu'ici à Nantes on appelle dialogue citoyen. Et donc petit à petit, on va rentrer dans le détail pour voir comment on a mis ça en œuvre. En tout cas, à l'époque, en 2014, elle disait une phrase qu'elle répétait fréquemment, et donc elle continue à la dire, c'est qu'on ne peut pas construire la ville d'aujourd'hui sans prendre en compte la vie des habitants qui la composent, sans prendre en compte la vie des citoyens. Et du coup, c'est une forme de leitmotiv un peu sur les projets nouveaux, comment on les lance en prenant en compte la vie des habitants. Quelle que soit l'échelle du projet, quelle que soit la taille du projet, vous verrez tout à l'heure quelques exemples que je prends. Donc, à partir de là, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans le détail et qu'on voit le pourquoi de tout ça. Pourquoi on fait tout ça. Habituellement, on définit 2 objectifs à cette méthode qu'on essaye de mettre en œuvre, cette méthode qu'on appelle dialogue citoyen. Alors pourquoi on l'appelle dialogue citoyen? Déjà, c'est un élément important. Je pense que si on dit démocratie participative, quelqu'un d'ordinaire qui ne s'intéresse pas spécialement à la théorie de la démocratie ne va pas nécessairement faire la différence entre la démocratie participative d'une part et démocratie représentative d'autre part. Moi-même, quand je dis les 2 mots, enfin les 2 expressions, à chaque fois je prends quelques fractions de secondes pour m'assurer que je mets bien le bon qualificatif derrière le mot démocratie. Donc simplifions les choses et allons droit au but. Ce dont il s'agit à Nantes, c'est d'établir un dialogue entre les habitants, les services et les élus, donc les 3 parties prenantes, en vue de la mise en œuvre de l'action publique, en vue de la mise en œuvre de tout ce qui est prévu dans un projet politique ou de toutes les réponses qui doivent être apportées à des questions qui sont soulevées par les habitants. Donc réellement un dialogue en 3 parties qui a pour objectif d'améliorer l'efficacité des politiques publiques et de renforcer la cohésion sociale. Alors ces 2 phrases, elles peuvent faire un peu jargon technocratique ou jargon politico-politique. En réalité, c'est extrêmement important parce que s'il y a démocratie, c'est qu'il y a besoin de mener un certain nombre d'actions collectives que les élus doivent mener, ou en tout cas que l'institution démocratique doit mener pour améliorer la vie des habitants. Faciliter la vie des habitants dans un premier temps et améliorer la vie des habitants. Les politiques publiques dont on parle au niveau municipal, c'est globalement essentiellement ça. C'est la capacité pour la collectivité d'agir collectivement pour le bien collectif, pour le bien commun. Donc améliorer l'efficacité des politiques publiques et puis renforcer la cohésion sociale. Un point tout aussi important, c'est que nous vivons en société et ce que nous vivons ensemble, ça s'inscrit dans le cadre d'une association politique. On est associés les uns aux autres dans le cadre d'un contrat qui nous lie les uns aux autres et qui nous permet de vivre ensemble. Ce qui évite la loi de la jungle qu'on peut constater dans certains autres pays, notamment quand il n'y a pas de démocratie. Et donc, améliorer l'efficacité des politiques publiques et renforcer la cohésion sociale, c'est quelque chose que nous, on estime pouvoir mieux faire au travers du dialogue citoyen, simplement parce qu'à partir du moment où il y a un dialogue entre les citoyens, les services et les élus, on arrive à comprendre les attentes des uns et des autres, les contraintes des uns et des autres. Et donc, au travers de ça, lorsqu'on applique une politique, lorsqu'on prend des décisions, par exemple construire un équipement collectif, construire un stade, construire une piscine, ou améliorer quelque chose d'existant, un croisement qui est dangereux aujourd'hui et qui a besoin d'être amélioré, la modification des aménagements sur le bord de Loire, etc. Tout ça, ce sont des actions que la collectivité mène et qu'elle mène en vue de répondre à des attentes des habitants. Et donc, si les politiques publiques sont efficaces, c'est qu'elles répondent à des attentes précises qui ont été soit identifiées par l'élu, soit identifiées par les habitants, soit identifiées par les services. Et donc, un échange doit s'établir autour de ces 3 parties prenantes. Et puis la cohésion sociale, c'est simplement la capacité des uns et des autres à se parler et donc à créer un tissu social qui se renforce simplement par le fait que l'on se parle. Alors ça peut vous paraître un peu théorique ou un peu angélique même, mais si on ne se fixe pas une ambition, on ne risque pas de s'en approcher. Donc nous, l'ambition qu'on s'est fixée, c'est celle-ci. Et donc on pense qu'au travers du dialogue citoyen, on peut y arriver et au pire s'en rapprocher. Alors pourquoi nous faisons tout ça et en fait, on constate qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opportunités dont il faut tirer profit. Alors, naturellement, une opportunité, ça peut aussi être vu comme une menace, mais moi, je préfère voir les choses sous leur angle positif. Et donc, ces opportunités dont on parle, c'est notamment des attentes fortes des citoyens qui demandent
et qui demandent, qui ont une expertise réelle, une expertise d'usage au moins, parfois même une expertise technique, et qui souhaitent la mettre à disposition de la collectivité. On verra tout à l'heure quelques exemples. Il y a également une confiance relativement forte vis-à-vis des élus les plus proches d'eux, les élus de proximité, en l'occurrence les élus municipaux au premier plan. Et puis il y a également une diversification des modalités et des thématiques de la participation. Vous verrez tout à l'heure que ça peut faciliter les choses. Sur la relative confiance qui peut exister entre les élus municipaux et les électeurs, ou dans l'autre sens, les électeurs et les élus municipaux, on constate toujours dans cette fameuse étude du Cevipof, donc étalée dans le temps également sur plusieurs années, depuis 2009, qu'en fait, les élus, ceux en qui les citoyens ont le plus confiance, ce sont les élus qui leur sont les plus proches quasiment physiquement en fait, ceux qui s'occupent de des affaires quotidiennes, disons, hein, le traitement des déchets, l'eau, les transports, etc. Et donc vous voyez bien que ce sont bien les élus municipaux, le maire en l'occurrence, qui génère le plus de confiance entre les électeurs et les élus. Et puis plus on s'éloigne, moins la confiance est installée. Je ne me rappelle plus, mais ça m'étonnerait pas par exemple que l'Assemblée, que le Parlement européen soit dans la tranche basse. Voilà, c'est le cas. Donc vous voyez, la proximité joue, et du fait de cette proximité, je pense qu'il y a une opportunité pour les élus de profiter de cette capacité nouvelle qui existe et de cette volonté nouvelle qui existe chez les citoyens pour venir et participer dans la prise de décision, parfois même dans la réalisation des projets de la municipalité. Alors, une phrase quand même qui permet un peu de caractériser l'époque dans laquelle on se trouve, pour pas trop non plus peindre les choses en rose. Une phrase de Marcel Gauchet, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le conseille. Il a un œil très perspicace sur l'époque dans laquelle nous vivons. Et en l'occurrence, en 98, il a écrit quelque chose qui était un essai de psychologie contemporaine. Donc, je vous rassure, il n'a pas demandé à tout le monde de s'allonger pour les faire parler, façon Freud. Mais plutôt, il a plutôt mené une étude qui essaye de comprendre la situation de la France d'aujourd'hui et donc l'inconscient des Français d'aujourd'hui. Et dans cette étude, il a considéré, en tout cas ce qu'il en a tiré, c'est que cette époque, l'époque dans laquelle nous vivons, se caractérise par un individualisme de déliaison et de désengagement, où l'exigence d'authenticité devient antagoniste de l'inscription dans un collectif. Donc vous voyez que lui, du coup, si moi je suis un peu optimiste, lui il est très pessimiste. Et donc il présente la société d'aujourd'hui comme étant composée de personnes qui ne souhaitent pas s'engager collectivement, qui ne souhaitent pas mettre en place chacun ses efforts, mettre en commun leurs efforts de manière à faire avancer la société. Et donc dans cette logique-là, je pense que si vous êtes animateur ou si vous êtes membre d'une association ou dirigeant d'une association ou membre d'un parti politique, vous constatez qu'il y a de moins en moins de membres. En général, hein, évidemment, il y a toujours des créneaux de niche, disons, qui ont plus de succès que d'autres. Mais globalement, les gens s'engagent un peu moins dans les structures classiques, dans l'aspect institutionnel des choses. Et donc en réalité, nous, on considère qu'en fait, si ça est vrai, il y a quelque chose d'autre qui est vrai aussi, c'est la volonté des gens de s'engager sur des sujets précis, sur une durée précise, de manière à ce que le résultat de leurs efforts soit le plus efficace, le plus visible possible, et relativement vite, pour ne pas attendre 10 ans avant de voir le fruit de ces travaux. Donc on est parti de cette logique-là, c'est que il faut rendre les démarches de dialogue citoyen les moins institutionnelles possibles, les plus proches des gens, avec des sujets qui soient les plus précis possibles, de manière à ce que chacun décide de s'engager sur le sujet dans lequel il pense pouvoir apporter, auquel il pense pouvoir apporter quelque chose, et donc sur une durée à horizon visible. Alors, comment on a fait tout ça ? Donc je vous ai déjà parlé du dialogue citoyen comme étant quelque chose qui est notre façon de faire de la démocratie participative. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça n'est pas un substitut de la démocratie représentative. Vous avez vu, j'ai attendu un peu pour... Ce n'est pas un substitut de la démocratie représentative, simplement parce que les élus sont élus au suffrage universel et donc élus potentiellement par l'ensemble de la population. Là où la démocratie participative, là où le dialogue citoyen, lui, s'appuie plutôt sur le volontariat, donc sur quelque chose qui est du domaine de la volonté de chacun de venir participer ou pas, ponctuellement ou pas, sur un sujet précis ou pas. Donc je n'oppose pas les deux, je soutiens l'idée que l'un appuie l'autre. La démocratie
participative appuie la démocratie représentative. Elle l'appuie notamment dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, le suffrage universel, de fait, par sa propre mécanique interne, se retrouve coincé entre des jalons, en fait. Vous avez un jalon 2014, le jalon 2020, etc., etc. Naturellement, entre deux jalons, il peut se passer des choses, il peut y avoir des problématiques nouvelles qui se posent auxquelles il va falloir apporter des réponses. Et on ne va pas attendre 6 ans pour que dans un programme municipal, on puisse traiter la question nouvelle qui a été soulevée. Donc, pour moi, la démocratie participative, le dialogue citoyen, permet de créer une sorte de démocratie permanente. C'est-à-dire que tout le long d'un mandat, les élus, les citoyens et les services sont en contact constant sur des sujets prévus à l'avance ou sur des sujets nouveaux qui peuvent apparaître au fil de l'eau. Et donc cette démocratie permanente, en quelque sorte, vers laquelle on espère tendre, permet de répondre aux attentes des habitants, à leurs problèmes, à leurs idées nouvelles, le plus vite possible, le plus tôt possible en tout cas, sans attendre trop longtemps avant de les identifier et ensuite de leur trouver des solutions ou des réponses ou des mises en œuvre. Donc, 3 parties prenantes extrêmement importantes, les citoyens, les services et les élus. Dans cette démarche, il y a des règles que l'on annonce d'emblée. Vraiment, à chaque fois qu'on a une rencontre de dialogue citoyen, on essaye toujours de rappeler qu'il y a 4 règles et puis de rappeler le processus dans lequel tout cela s'inscrit. La première règle, c'est la transparence. La transparence dans le sens où les informations dont on dispose pour traiter une question, on essaye de les mettre à disposition de l'ensemble des personnes qui souhaitent participer. Je vous donne un exemple. Alors, je ne l'ai pas pris avec moi parce qu'il est assez épais, mais pour ceux qui ont participé au grand débat de l'année dernière sur la Loire, vous vous rappelez peut-être qu'on a mis en place un document socle qui était assez épais, qui existait aussi évidemment sur le site, et qui permettait de donner les informations dont on dispose, des informations sociologiques, des informations démographiques, des informations de toutes sortes, y compris des données techniques, mais qui permettent à tous ceux qui veulent participer à un débat de savoir de quoi on parle. De bien connaître, de bien maîtriser le contexte du sujet pour que tous soient à peu près égaux face à l'information, de manière à ce que ni les entreprises ni les lobbies n'aient trop d'avance sur le citoyen ordinaire qui n'est pas organisé sous une forme associative ou sous la forme d'un collectif. Donc voilà l'idée de transparence. Alors naturellement, sur un débat comme celui sur la Loire, avec des données techniques dont on dispose, c'est facile de collecter des données, de les imprimer et de les mettre à disposition. Quand on parle de choses plus de proximité, plus concrète, un croisement ou quelque chose de beaucoup plus de proximité, naturellement, on n'a pas toujours les données en main pour pouvoir les distribuer, mais en tout cas, on en échange entre nous et ce dont on dispose, on le rend disponible. Ensuite, l'idée de rendre compte. On rend compte d'abord pour éviter l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est quand vous rentrez dans un tunnel, vous savez quand ça commence, vous ne savez pas quand ça finit. C'est tout noir à l'intérieur, on ne sait pas quand ça finit, où est-ce qu'on en est à la moitié, à la fin, etc. Et donc, rendre compte, c'est la capacité de dire, voilà où on en est dans l'analyse d'un problème. Vous verrez tout à l'heure dans le processus et dans quelques exemples que je vous donnerai, vous y verrez un peu plus clair, mais l'objectif étant de faire en sorte que la collectivité rende compte de là où nous en sommes dans un processus de dialogue citoyen, de concertation. Et puis enfin, dernier point, l'expérimentation, c'est-à-dire qu'en fait, l'échec est permis. C'est-à-dire, j'ai pas entendu. Ah, le droit de suite, effectivement, je l'ai oublié. Avant d'en arriver à l'expérimentation, le droit de suite, en réalité, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, parce que le droit de suite, c'est après, c'est à la fin, mais c'est pas grave, je corrigerai. L'expérimentation, c'est la capacité de se dire, il y a une idée qui sort d'un certain nombre de collectifs ou d'habitants qui ont une idée, qui veulent la mettre en œuvre. Et sa mise en œuvre n'est pas nécessairement quelque chose qui peut être généralisé partout. Donc on expérimente avec eux et on ne s'interdit pas l'échec. Parce que si on s'interdit l'échec, ça signifie qu'on ne cherchera jamais une solution innovante, une solution peut-être moins coûteuse en argent, peut-être moins coûteuse en empreinte carbone, peut-être moins coûteuse en plein d'autres éléments. Et donc l'expérimentation, c'est un élément extrêmement important pour nous. On s'autorise l'échec. Et une fois que tout est à peu près carré, à peu près blindé, on peut généraliser les choses. Alors sur le droit de suite, c'est aussi important parce qu'en fait, dans le processus, vous verrez tout à l'heure qu'au final, il y a quand même une personne qui doit prendre une décision et qui doit être responsable de cette décision et qui doit argumenter sa décision. Ça, c'est l'élu et vous verrez tout à l'heure ce dont il s'agit et comment les choses changent, même si c'est toujours l'élu qui décide, comment les choses changent quand même. Le droit de suite, c'est la capacité pour les habitants de pouvoir contre-argumenter une fois que la décision est prise, de manière à pouvoir quand même
revenir sur une décision s'il y a lieu et si les arguments tiennent la route. Juste quelques exemples de participation. Donc en fait, le dialogue citoyen à Nantes s'inscrit sur 2 axes. Le premier, c'est l'axe thématique, ce sont les thèmes qui nous intéressent, par exemple le transport, par exemple le plan local d'urbanisme, par exemple les plans paysage et patrimoine que j'évoquerai tout à l'heure, les bibliothèques, la tranquillité publique, donc la sécurité. Ça, ce sont des thèmes qui concernent globalement l'ensemble de la ville, peut-être même parfois l'ensemble de la métropole. Et puis ensuite, l'axe plutôt géographique qui va concerner des sujets, des questions qui couvrent un quartier ou éventuellement plusieurs quartiers, parfois même 2 quartiers sur 2 communes, comme l'exemple du Grand Bellevue par exemple, qui est sur 2 communes, mais dans le cadre du projet Grand Bellevue, on mène quand même du dialogue citoyen, même si c'est sur 2 communes. Et puis parfois, les sujets vont couvrir une partie d'un quartier, quelques rues. Et puis enfin, la couverture plutôt au niveau de la métropole, on verra tout à l'heure quelques exemples. Donc différentes échelles de projets, mais qui suivent toujours à peu près le même processus. C'est-à-dire qu'à un moment, on identifie une question. Elle peut être identifiée par les citoyens, par les élus, par les services, ou par les 3 à la fois. Typiquement, par exemple, nous avons des rencontres de quartier qui ont lieu une fois tous les 6 mois. Lors de ces rencontres de quartier, il y a toujours une partie qui est dédiée à la parole libre des citoyens, de manière à ce qu'ils puissent dire, les habitants du quartier, qu'ils puissent dire les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, qui parfois sont connus, parfois ne sont pas connus, parce que parfois il y a des sujets nouveaux qui apparaissent de manière ponctuelle ou de manière plus durable. Et donc on les identifie dans ces rencontres de quartier une fois tous les 6 mois. Et la mise à l'agenda est autorisée pour les habitants. Donc naturellement, il y a quand même une décision d'opportunité qui est prise par l'élu. Typiquement, si quelqu'un nous propose, je prends toujours cet exemple parce qu'il est un peu extrême et qu'il ne s'est jamais présenté, mais si quelqu'un nous propose une milice pour traiter la question de la prostitution, naturellement, on ne va pas mettre cette question à l'agenda parce que ça va à l'encontre des valeurs que l'on défend. En revanche, ça ne nous empêche pas de poser la question autrement et donc d'essayer de traiter la question de manière un peu différente et parfois potentiellement un peu moins provocante. En tout cas, une fois qu'on a identifié le problème et que le problème doit être étudié par les habitants dans un premier temps, ils ont un mandat, et ça c'est une spécificité nantaise, en tout cas c'est à Nantes que ça a été inventé, pas dans ce mandat, dans le mandat précédent, donc c'est important de le noter. Le mandat citoyen qui est donné aux habitants de traiter une question permet de circonscrire le périmètre du problème qui se pose. Donc le problème qui se pose, la durée durant laquelle les habitants vont l'étudier. Ils étudient le problème, ils le soumettent aux services pour instruction. Donc les services techniques font leur travail qui est d'instruire techniquement la question qui est posée. Donc en quelque sorte, si certains d'entre vous travaillent par exemple dans l'informatique ou ont eu l'occasion de travailler dans l'informatique, vous savez que les projets informatiques, il y a toujours une dimension fonctionnelle, donc les fonctions d'un équipement, les fonctions d'un système, les fonctions d'un logiciel, et puis ensuite la dimension plutôt technique du logiciel en question. Donc il y a toujours une dimension plutôt de l'usager, le citoyen qui va être l'usager final de ce que l'on va mettre en œuvre, et toujours les questions auxquelles on doit répondre d'un point de vue plus technique. Et puis au final, c'est quand même une décision doit être prise une fois que le mandat citoyen a été remis, donc l'avis des habitants a été remis, l'avis des services techniques de la collectivité a été remis, la décision de l'élu est éclairée à la fois par l'aspect fonctionnel des choses, par les usages que les habitants vont faire du produit de leur réflexion, et aussi par l'aspect technique, naturellement aussi juridique, financier, etc. Pourquoi la décision est prise par l'élu? Ça peut vous surprendre. En tout cas, quand je discute avec quelques collègues d'autres villes qui se considèrent très à la pointe dans le domaine de la démocratie participative, on me dit mais comment ça se fait que ce soit l'élu qui décide? La réponse, elle n'est pas évidente en fait dans ces situations-là. C'est si ce n'est pas l'élu qui décide, qui est responsable de la décision? Parce qu'au final, il y a une décision qui doit être prise, il y a de l'argent qui est engagé, des budgets, des deniers publics, mais il y a aussi potentiellement un équipement qui est livré à la fin dont quelqu'un doit être responsable. Quelqu'un doit être comptable. En anglais, ils utilisent le terme accountability, c'est quelque chose qui est difficile à traduire en français, mais ça signifie bien le fait que quelqu'un doit être responsable de la décision prise. Et ça peut être que l'élu, puisque c'est lui qui engage les deniers publics. Et c'est sur ses engagements, sa responsabilité qui est engagée, que les électeurs, lors du prochain jalon électoral, décideront de voter pour lui ou de ne pas voter pour lui. Donc ça reste quand même au niveau de l'élu que la décision se prise. En revanche, comme tout ce processus est très transparent, l'élu, je ne sais pas si c'était le cas avant, ici ou ailleurs, mais l'élu ne peut pas prendre une décision sans l'argumenter.
sans expliquer pourquoi il a pris cette décision. Lorsque dans le mandat on dit il faut faire telle chose sous la forme rectangulaire et que l'élu dit ben non finalement ça va être un cercle ou un triangle ou je ne sais quoi, il faut qu'il explique pourquoi. Il faut qu'il explique pourquoi sa décision est différente de celle qui a été proposée ici ou ici. Donc naturellement il y a cette transparence qui joue et qui fait que la décision de l'élu est plus proche des attentes qui sont exprimées par les habitants lors de ce mandat, de cette phase de mandat citoyen, durant laquelle ils expliquent et ils explorent leurs propres besoins en tant qu'experts d'usage. Puisqu'en fait, tout ça s'inscrit dans une logique qui est celle de l'expertise d'usage. Personne mieux que vous, en tant qu'habitant de la ville, et en tant qu'usager d'un certain nombre d'équipements et un certain nombre de politiques qui ont été menées dans la ville, personne mieux que vous, en tant qu'habitant, ne connaît mieux l'usage qui doit être fait de cette ville. Donc votre expertise d'usage, c'est ça que l'on cherche dans le cadre du dialogue citoyen. En ce qui concerne la mise à l'agenda, c'est un point important, c'est que les 3 parties prenantes identifient les sujets et l'opportunité de mise à l'agenda est validée par l'élu. L'exemple que je prenais tout à l'heure est assez parlant. Le mandat permet de formaliser la concertation, donc on sait ce qu'on cherche, on connaît la question, on ne connaît pas encore la réponse, mais on connaît la question à laquelle on essaye de trouver les réponses possibles. Et puis ensuite, l'instruction, c'est l'étude qui est l'étude de ce qui sort du mandat citoyen. Et puis la décision relève de l'élu, il en est le responsable, parce qu'il est responsable des deniers publics, parce qu'il est comptable devant le suffrage universel, et donc sa décision doit être argumentée de manière à ce qu'elle réponde aux attentes et en lien avec la transparence qui a été mise en œuvre précédemment. Alors concrètement, comment ça se passe, avant de voir quelques exemples plus détaillés? Concrètement, c'est certainement la majorité des cas, ce sont des réunions comme celle-ci. Vous avez tous certainement participé à des réunions avec des post-it. Les post-it permettent de se laisser aller au niveau des idées, en fait, d'être créatif dans les idées, et surtout de ne pas se brider en considérant que techniquement c'est pas possible ou que financièrement c'est pas possible. C'est pas le problème dans un premier temps. Au moment où on est dans la phase de mandat citoyen, l'objectif c'est que tous les points de vue s'expriment et que ça puisse générer une forme de créativité qui nous permette de répondre à une question de manière un peu nouvelle, un peu innovante. J'évoquais tout à l'heure la sobriété. La sobriété, c'est quelque chose qui nous intéresse, pas seulement parce qu'on est dans une logique de restriction budgétaire, vous connaissez la musique, mais aussi parce qu'on est dans une logique qui nous incite à se dire, s'il ne faut pas du marbre, c'est pas la peine de mettre du marbre. S'il ne faut pas laisser une empreinte carbone monumentale dans la construction d'un projet, c'est pas la peine de le faire. Si on peut faire moins, pourquoi pas? Mais on ne veut pas que ça soit une décision uniquement orientée par les budgets, on ne veut pas que ça soit une décision uniquement orientée par nous en tant qu'élus, on souhaite que ça soit aussi les habitants qui donnent ces idées-là et qui permettent d'imaginer des choses qui soient peut-être un peu moins coûteuses, comme je disais tout à l'heure, en argent ou en empreinte carbone par exemple. Donc des idées de créativité qui permettent d'imaginer des solutions nouvelles. Et donc on utilise un certain nombre de techniques un peu nouvelles. Je vois Olivier au fond de la salle, il va tout de suite deviner de quoi je parle. On essaye parfois, lorsque c'est possible, de transformer ces idées qui ont été données par les habitants en une maquette. Alors quand c'est possible, c'est pas toujours possible. Parfois ça peut être une maquette numérique, parfois ça peut être une maquette physique. Là je crois que c'est une maquette physique. C'est le résultat d'une séance de réflexion avec les habitants autour d'une médiathèque nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une médiathèque? Comment on peut faire évoluer la médiathèque? Donc c'est des travaux qui ont été menés avant l'été par les habitants d'un certain nombre de quartiers et par mon collègue Émeric CSO qui est en charge de tout ce qui tourne autour des bibliothèques, donc la lecture publique. Et donc au travers de cette méthode du design de service, en quelque sorte, on essaye de transformer ce qui a été mis sur des post-it, les idées qui ont été mises sur papier, en quelque chose qui représente la réalité de ce que les habitants ont souhaité exprimer. De manière à voir concrètement, quand je disais tout à l'heure qu'on peut expérimenter, avant d'expérimenter grandeur nature, on expérimente comme ça là sur des maquettes. Dès que c'est possible, on essaye de le faire. On l'a fait là dans le cas des bibliothèques publiques. On l'a aussi fait dans le cadre de la construction d'un nouvel équipement public, en l'occurrence la mairie annexe de Nantes-Sud. Et donc ce sont des méthodes qui permettent d'éviter les erreurs une fois que le produit final, donc la bibliothèque ou la mairie, est livré. Ça permet d'anticiper les erreurs, d'affiner les choses avant de sortir la grosse artillerie et de construire une nouvelle bibliothèque ou construire une nouvelle mairie. Alors, on a vu que ça pouvait se faire dans le cadre de réunions en présentiel, comme des réunions comme celle-ci, avec des post-it, etc. Mais ça peut aussi se faire au travers du numérique.
puisqu'en fait, vous verrez tout à l'heure que l'un de nos objectifs, l'un des défis qu'on cherche à relever, c'est de toucher une population la plus large possible, la plus diversifiée possible. Pas en nombre, mais plutôt en caractéristiques, vous verrez tout à l'heure, socio-professionnelles notamment. Et donc, pour toucher un maximum de personnes, on utilise aussi le numérique, et on a un site qui s'appelle nantco.fr, donc l'adresse est là, qui nous permet de collecter l'avis des habitants qui ne viennent pas participer à nos réunions présentielles, à nos réunions qui ont lieu parfois le samedi matin, parfois en soirée, les jeudis ou les mercredis. On collecte quand même leur point de vue qui vient s'exprimer au travers d'une contribution, soit une photo, soit une image, soit éventuellement une vidéo, soit du texte qu'ils nous laissent sur ce site, de manière à pouvoir prendre en compte leur avis. Et si leur avis est partagé par les personnes qui sont présentes dans les réunions présentielles, eh bien on les invite à venir le défendre également, puisque l'objectif, ce n'est pas non plus d'exclure ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Vraiment, on essaye de rester sur une crête, ne pas exclure ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, et inversement, ne pas exclure ceux qui ne peuvent pas être présents dans les réunions que l'on fixe à des horaires qui parfois peuvent ne pas leur correspondre. Alors, à qui on s'adresse justement? Qui participe à ces réunions? D'abord, l'objectif n'est pas le nombre. On ne cherche pas à faire des réunions avec 1000 personnes pour faire des post-it et imaginer la ville de demain. On cherche surtout à avoir un public le plus divers possible. Et donc cette diversité que l'on cherche, elle a une raison, elle a une cause une explication assez simple. C'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, nos réunions cherchent à être créatifs, donc à trouver une réponse à une question. Et la plupart du temps, ce sont des questions qui ne sont pas simples et qui n'ont pas qu'une seule réponse. La meilleure réponse n'existe pas. C'est plusieurs possibilités qu'on va étudier et on va en retenir une. Et donc pour être créatif, si on se ressemble tous comme deux gouttes d'eau dans une réunion, on va certainement avoir strictement la même réponse donnée à une question soulevée. Donc l'objectif de la diversité des points de vue qui s'expriment dans ces réunions, c'est justement de réussir à faire en sorte que le débat soit riche, que ça soit argumenté, contre-argumenté, que ce débat soit contradictoire donc, et que cette richesse du débat permette de garantir un débat fructueux. C'est-à-dire que les solutions ou la solution qui en sort soit la plus innovante possible, la plus maligne possible pour rester dans des choses concrètes, mais quand même nouvelles dans la façon de traiter une question. Et donc, quand on parle de diversité des points de vue qui s'expriment dans ces réunions, évidemment, je ne parle pas de ceux qui sont... je parle pas de la diversité des personnes dans leurs caractéristiques essentielles, qu'ils soient blonds ou roux, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui change, c'est que par exemple, ce soit des nouveaux Nantais ou des Nantais depuis toujours. Que ce soit des gens ils vont avoir un bagage, une expérience personnelle, professionnelle éventuellement, qui va être un peu différente. Que ce soit des gens qui vont avoir vécu à Nantes, mais aussi ailleurs en France ou ailleurs à l'étranger. Chacun va venir avec son expérience et son expertise et la partager avec les autres. Et potentiellement, des choses qu'il a vues ailleurs peuvent nous inspirer ici. On va aussi s'assurer que dans nos rencontres, on puisse avoir autant que possible une diversité en termes d'âge, en termes de catégories professionnelles, même socio-professionnelles. Qu'on puisse avoir des retraités, parce que c'est parfois plus facile de venir à des réunions quand une réunion commence à 18h ou à 19h, quand on est retraité par rapport à des jeunes parents actifs, par exemple, qui à 19h sont soit au boulot, soit en train de s'occuper de leurs enfants. Eh bien, il faut réussir quand même à avoir à la fois des retraités, mais aussi des jeunes parents actifs, mais aussi la jeunesse nantaise, mais aussi des habitants des quartiers populaires, des habitants de différents quartiers de la ville, pour que ce ne soit pas que le centre-ville, que ce soit aussi ailleurs. Donc vraiment cette diversité-là qui permet de produire des informations utiles au groupe qui réfléchit à la solution à un problème donné. Alors, pour réussir à créer cette variété, et ça c'est un point important parce que c'est là où se font c'est un vrai défi qu'on doit nous relever. La variété des points de vue, pour qu'elle puisse s'exprimer, signifie qu'on a réussi à attirer vers nous, dans ces réunions, des personnes très différentes. Et donc pour aller toucher ces personnes-là, pour pouvoir les informer que telle réunion existe sur tel sujet et qu'ils peuvent venir y contribuer, eh bien en fait on a plusieurs vecteurs de communication qui existent, des choses très classiques comme les affiches, des choses un peu moins classiques comme du porte-à-porte ou les pavoisements que vous avez pu voir notamment sur le cours des 50 otages ou même ailleurs dans la ville en ce moment pour le grand débat sur la transition énergétique. Vous savez, ces sortes d'étendards roses, alors pas celui-là, mais plutôt ceux qui annoncent le débat sur la transition énergétique. Ça peut aussi être des choses un peu plus innovantes. Facebook, Twitter et parfois même Instagram, donc les réseaux sociaux qui permettent de toucher un autre type de population. Alors,
Une fois qu'on a dit tout ça, on a identifié la méthode, on a identifié les défis à relever, notamment quel type de personnes on doit pouvoir attirer dans nos réunions. On fait tout ça pourquoi? Et donc on va prendre quelques exemples. On l'a fait par exemple l'année dernière autour du grand débat sur la Loire. C'est probablement l'exemple le plus connu parce que c'est celui qui a fait le plus de bruit, c'est celui qui concernait l'ensemble des communes, les 24 communes de la métropole, et donc celui qui a probablement attiré le plus les médias, parce que ça parle aux gens et que c'est facile d'en parler. Donc le grand débat sur la Loire, c'est quelque chose qui a duré 9 mois, donc 40 000 participants à peu près. Ça inclut naturellement les participants au travers de Facebook, au travers des réseaux sociaux. Ce n'est pas 40 000 personnes qui ont toutes participé à des réunions publiques en présentiel. Mais les deux sont intéressants, les deux types de participation sont intéressantes. 5 000 contributions, alors certaines plus ou moins importantes, parfois ça peut être une photo, parfois ça peut être une vidéo, mais certaines sont structurées et construites autour de 4 pages. Et le format est intéressant parce qu'en fait, ça nous permet de s'assurer qu'un collectif de citoyens qui viennent de s'agréger pour travailler sur le sujet de la Loire a autant de place, autant d'espace qu'une entreprise qui réfléchit à la question depuis des années ou qu'une association qui réfléchit à la question depuis parfois des décennies. Ça permet à chacun de s'exprimer, mais comme ça reste un exercice démocratique, il est nécessaire que l'expression de chacun soit à peu près équivalente à ceux des autres, en tout cas dans le format. Après, sur le fond, naturellement, les arguments des uns et des autres peuvent avoir plus de poids, mais ça, c'est aussi le jeu de la démocratie délibérative, puisqu'il s'agit bien d'un débat. Ce débat, donc, qui a duré 9 mois, a permis à la commission du débat, donc composée de citoyens non élus et non encartés, etc., de pouvoir proposer un certain nombre de mesures au Conseil métropolitain. Il en a retenu 30, il les a votées et il a déjà démarré au moins les études de faisabilité d'un certain nombre d'entre eux. Alors certains projets sont à court terme, d'autres sont à moyen terme, d'autres sont à plus long terme. En tout cas, tout s'est fait en toute transparence. Et si vous allez sur le site nantes-la-loire-et-nous.fr, vous verrez la liste des 30, j'en ai pris juste 2 ici. L'un qui concerne la capacité de prolonger le parcours de la Loire à vélo et relier de manière continue donc les pistes cyclables en amont de Nantes et en aval de Nantes. Et puis améliorer également les cheminements piétons et faciliter l'accès à la Loire. Je pense que ce sont 2 mesures importantes et symboliques et vraiment qui peuvent toucher notre quotidien et qui feront que quand on regardera Nantes, je pense dans 10 ou 15 ans, on regardera Nantes, en tout cas la centralité de la métropole, de façon un peu différente. Et cette différence-là aura été le fruit de ce grand débat. Donc ça se transforme par des choses, ça se traduit par des choses concrètes. Autre exemple, celui d'une application qui s'appelle Nantes dans ma poche, que certains d'entre vous utilisent probablement déjà. Alors ça peut paraître un peu étrange d'utiliser cet exemple, mais en réalité, les équipements numériques ont parfois autant d'importance que des équipements type aménagement dont je parlais tout à l'heure, aménagement d'un square ou aménagement des berges de la Loire. L'équipement numérique en question a été défini avec les habitants et il a eu un certain succès, donc 1000 téléchargements par semaine et 6000 utilisateurs par jour au moment de son lancement. Il a eu ce succès simplement parce qu'il offre un certain nombre de services, donc toutes ces briques-là que vous voyez ici, ce sont des services du type les horaires d'ouverture, moi celle qui me sert le plus c'est les horaires d'ouverture de la déchetterie, les horaires d'ouverture de la piscine, le menu de la cantine, un certain nombre d'autres informations comme ça, y compris des informations qui concernent les transports. Donc en fait, tout cet équipement entre guillemets numérique qui a été conçu donc notamment sous le pilotage de mon collègue Francky Trichet, je ne sais pas s'il est encore là, mais qui permet donc aux habitants de vivre dans cette ville de manière un peu plus aisée, un peu plus facile, parce qu'on trouve les horaires plus facilement, parce qu'on trouve les horaires de passage de bus par exemple plus facilement. Eh bien ça a été conçu avec des habitants qui ont exprimé un certain nombre de besoins, qui ont été transformés par ces petites briques qui apparaissent ici à l'écran du téléphone. Autre exemple, la question des questions plutôt qui concernent les quartiers de la ville. Donc vous savez que Nantes est composée de 11 quartiers. Et en réalité, on a fait dans ces 11 quartiers un certain nombre de rencontres de quartiers donc, qui ont lieu une fois tous les 6 mois. Alors historiquement, ça s'appelait des conseils consultatifs de quartier, ensuite des conseils de quartier. Enfin, ça a changé pas mal de noms. Et ce qu'on a essayé de faire, et là vous allez vous rappeler la phrase de Gaucher tout à l'heure, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rendre la chose moins institutionnelle. Faire en sorte que ceux qui passent, qui voient de la lumière mais que la porte est fermée, et ben en fait qu'ils osent ouvrir la porte et qu'ils y rentrent. En réalité, on a même enlevé la porte et on a enlevé les fenêtres. On a gardé la lumière. Et donc, on fait en sorte que n'importe qui puisse venir participer à ces rencontres. C'est une sorte d'assemblée générale du quartier. Qui veut, vient.
Alors, évidemment, on n'a pas eu encore de rencontre de quartier où les 10 ou 30 000 habitants du quartier sont venus à l'Assemblée Générale, mais on en a qui regroupent jusqu'à une centaine de personnes, ça dépend des quartiers et des périodes, avec des renouvellements assez importants de l'ordre de 20 à 40% selon les quartiers. Et ce qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est lors de ces rencontres-là, une fois tous les 6 mois, qu'on identifie les problèmes nouveaux auxquels doivent faire face les habitants du quartier. Et donc qu'il s'agit pour eux, entre 2 jalons de 6 mois, de pouvoir se réunir pour les traiter, pour essayer de trouver des solutions. On peut prendre, alors juste pour parler de l'année 2015, donc sur l'année 2015, on a estimé à peu près à 4500 le nombre de personnes qui ont participé soit à des rencontres de quartier, soit à des groupes de travail qui sont issus de ces rencontres de quartier. Ça nous permet de travailler par exemple sur des sujets très diversifiés. Si je reprends l'exemple de Nantes-Sud qu'on a évoqué tout à l'heure, l'exemple de Nantes-Sud, c'est une mairie de quartier qui doit être installée à Nantes-Sud. Le projet est prévu de longue date. En revanche, au lieu que ce soit juste les architectes qui dessinent, les architectes, y compris les architectes d'intérieur, qui dessinent sur écran ou sur papier ce qu'ils pensent être la bonne façon de concevoir cette mairie de quartier, eh bien, on a fait en sorte que les services qui vont travailler dans cette mairie de quartier, que les habitants du quartier qui vont venir dans cette mairie, les élus qui vont travailler aussi dans cette mairie, eh bien, que tous ces gens-là, ces 3 groupes de personnes-là, puissent travailler ensemble, dans un premier temps de manière séparée, ensuite en mettant en commun, et qu'ils expriment leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils attendent de cet équipement? Quel type de service il doit y avoir? Photocopieuse ou pas photocopieuse? Est-ce que l'accueil doit être sous forme un U comme ça ou un U dans l'autre sens pour qu'il soit plus accueillant par exemple? Tout ça a été fait avec un cabinet de design qui a permis donc de définir un certain nombre de règles que les architectes prennent en compte de manière à ce que ça puisse être, mise en œuvre lors de la livraison de cet équipement. Alors c'est intéressant aussi parce que, à titre d'exemple, comme il s'agissait d'une mairie et que la mairie a une puissance symbolique, le bâtiment mairie a une puissance symbolique, cette réunion qui était plutôt, que moi en tout cas j'imaginais comme étant quelque chose de très terre à terre, très concret, la façon d'accueillir les gens, je donnais tout à l'heure l'exemple de la photocopieuse. Et ben en fait ça s'est transformé à un moment dans un échange politique dans le sens noble du terme, où les habitants qui participaient à ces rencontres se sont interrogés sur la devise républicaine en l'occurrence, qui se retrouvera donc naturellement à l'entrée de la mairie, et ont eu un échange qui concerne plutôt la façon de vivre ensemble dans un quartier que juste la façon d'accéder à un équipement et de tirer profit de cet équipement. Donc vous voyez qu'en fait, quand tout à l'heure je disais c'est à la fois l'efficacité des services publics et des politiques publiques plus largement, comme premier objectif, et comme deuxième objectif le renforcement de la cohésion sociale, c'est typiquement l'exemple est frappant. Un autre exemple frappant, un peu dans la même logique, un exemple à Nantes Nord cette fois-ci, donc on passe en haut, au nord de la ville. Lors d'une rencontre de quartier, plusieurs professionnels de santé ont émis l'idée que ça pourrait être mieux pour les habitants et pour les professionnels de santé d'être regroupés au même endroit pour fournir un certain nombre de services liés à la santé publique. Et donc les habitants se sont sentis concernés aussi par cette question. Et un groupe de travail s'est réuni. Donc vous voyez bien qu'en fait là, la mise à l'agenda de ce sujet vient vraiment du terrain. C'est-à-dire qu'elle vient à la fois, elle vient vraiment pas des services du coup, sur cet exemple-là, ni des élus, elle vient des professionnels de santé qui ont dit il faudrait qu'on puisse être au même endroit pour faciliter l'échange entre nous sur des dossiers précis. Et puis elle est venue aussi des habitants qui ont dit bah oui, nous ça nous intéresse, ça nous évite d'aller à gauche à droite, ça nous permet de savoir s'il y a un souci, où est-ce qu'on peut aller, à qui on peut s'adresser. Donc maison de santé qui a été dans la phase du mandat citoyen a permis aux professionnels de santé et aux futurs usagers de cette maison de santé d'exprimer un certain nombre de besoins. Actuellement c'est en phase d'instruction par les services pour voir où est-ce que ça peut être fait, combien ça coûte, comment on met ça en place. Et donc on pense pouvoir avoir quelque chose qui tourne entre guillemets dans les... j'espère dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent. Et typiquement, cet exemple est intéressant aussi en termes de cohésion sociale parce qu'il a permis à des personnes qui habituellement ne participent pas à ce type de rencontre de venir non seulement participer à la rencontre, mais en plus d'apporter leur contribution, leur réflexion à ce que doit être cette future maison de santé. Je pense en particulier, sans vouloir désigner du doigt des personnes, mais des gens qui ont des difficultés pour boucler les fins de mois. Leur état d'esprit n'est pas nécessairement de venir participer à des réunions citoyennes. En tout cas, nous, on n'est pas dans l'injonction qui est de leur dire si vous venez pas, alors vous êtes des mauvais citoyens. Non, si vous venez pas, c'est que vous avez vos raisons, c'est pas grave de ne pas venir. Mais en l'occurrence là, ils sont venus et ils ont participé. Et il était nécessaire qu'ils participent parce que
probablement quand on est au RSA, on a des besoins qui sont un peu différents de ceux qui ne le sont pas, par exemple. Et donc, cohésion sociale dans le sens où l'ensemble des habitants de ce quartier, quel que soit le micro-quartier dans lequel ils habitent, ont participé à ce travail et ont abouti à un document qui a permis de décrire ce que sera cette future maison de santé. Alors, on a également mis en place quelque chose qui s'appelle le bureau des projets. Alors, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, qu'on a cherché vraiment à désinstitutionnaliser tout ça, toutes ces démarches. Là, en l'occurrence, sur la terminologie, on n'a pas réussi à trouver mieux, donc ça s'appelle bureau des projets. On a l'impression que c'est quelque chose d'administratif, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est donc piloté par mon collègue Jean-Paul Huard, qui, avec les services, avec moi, avec les habitants, on a mis en place 11 bureaux des projets qui ont pour objectif d'être à l'écoute des initiatives citoyennes. Parfois, quand vous n'êtes pas dans le domaine associatif, quand vous n'appartenez pas à une association, ou que vous n'avez jamais eu l'occasion de lancer un projet citoyen, donc un projet pour le bien commun, en fait, vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, à qui s'adresser pour trouver les 200 € qui permettent d'acheter ceci ou cela. Ou alors, à qui s'adresser pour promouvoir votre projet, pour trouver d'autres personnes qui peuvent venir travailler avec vous sur votre projet pour le réaliser. Mais en fait, le bureau des projets, c'est ce que ça permet. Il y en a un par quartier, donc il y en a 11. Et chacun est animé à la fois par un élu et des citoyens qui constituent le comité d'animation du projet et donc qui sont à l'écoute des propositions qui sont faites par les habitants. Alors je ne dis pas que toutes les propositions sont acceptées, c'est le comité d'animation qui décide. Et je ne dis pas que systématiquement c'est de l'argent qu'il y a derrière. Parfois ça peut être juste une orientation ou une information qui permet d'aller plus loin dans le projet. Parfois ça peut être des interrogations sur le projet de manière à ce que le porteur du projet pense à l'améliorer. Je pense en particulier à des projets qui ont été faits, par exemple un projet dans le centre-ville qui tournait autour de la question, je crois que j'ai mis des exemples, un projet dans le centre-ville qui tournait autour d'un spectacle vivant qui permet de promouvoir la façon d'éviter le réchauffement climatique. À Dervallières-Zola, c'était une radio web qui va permettre de parler du quartier justement et d'informer les habitants sur ce qui se passe dans le quartier. À Haut-Pavé-Saint-Félix, c'est une question plutôt d'un jardin partagé. Alors tout le monde n'a pas de jardin, donc les jardins partagés c'est bien. Et les jardins partagés en plus quand ils sont dans l'arrière-cour d'un local associatif, c'est encore mieux parce que ça permet aussi de promouvoir le local associatif et donc les associations qui sont dedans. Lancé en mars 2016, on a aujourd'hui une 60aine de projets qui ont été initiés, soit avec du budget, soit avec du conseil, soit avec la fédération d'énergie pour que le projet puisse avancer. Donc il est 19h08, je vais conclure dans pas très longtemps. Donc on s'est posé la question crise de la démocratie. On a essayé de voir pourquoi la démocratie participative pouvait aider la démocratie représentative à être plus efficace, à être mieux représentative justement. On a essayé de voir comment, on a essayé de voir qui était concerné, comment on pouvait toucher les différentes personnes concernées. Et puis on a essayé de donner quelques exemples de savoir pourquoi on fait tout ça en fait et comment ça se traduit concrètement. Alors pour conclure, peut-être juste un rapide aperçu sur les 3 défis principaux. Le premier, c'est que toute cette affaire est quand même une révolution culturelle. Révolution culturelle, ça veut dire que c'est dans les têtes que ça se passe. La vraie complexité, c'est de se sentir embarqué dans cette façon de faire, dans cette conduite du changement, et du coup de se l'approprier et d'aller dans cette direction. À Nantes, on part quand même d'un certain nombre d'acquis, on l'a évoqué tout à l'heure, notamment de ce qui a été lancé durant les derniers mandats depuis 1996 et encore plus dans le dernier mandat réellement, le précédent mandat, donc celui qui a démarré en 2008, sous la houlette de Jean-Marc Ayrault et qui a permis d'installer un certain nombre de méthodes, de pratiques, de réflexes qui aujourd'hui tendent à se généraliser sous la houlette de Johanna Rolland. Deuxième défi, qui là du coup, ces deux-là sont un peu reliés, la notion de bande passante. Désolé de cette image un peu facile, mais elle est parlante. C'est-à-dire qu'en fait, la question de la volonté de faire du dialogue citoyen, elle existe et elle est présente là. Et quand il y a une impulsion politique qui vient dans l'organisation municipale, en tout cas du plus haut, eh ben ça se décline ensuite dans les différentes entités de l'organisation de manière assez efficace. En revanche, ce qui est compliqué, c'est que plus on a de projets, plus il faut de monde pour traiter le projet. Quand je dis plus il faut de monde dans les services, mais plus il faut de monde de participants, de citoyens. Et donc en fait, c'est la bande passante, la capacité à traiter toutes ces questions qui peut nous faire défaut à certains moments, sachant qu'on est quand même
aujourd'hui, on a essayé de décompter le nombre de démarches de dialogue citoyen. Alors, les dialogues citoyens peuvent être de différents niveaux. Ça peut aller de la simple information, c'est quasiment pas du dialogue citoyen, jusqu'à la co-construction, on réalise un projet ensemble. Réellement, on met la main à la pâte et on réalise le projet ensemble. On est entre 250 et 300 démarches en parallèle actuellement. Certaines ont été lancées très récemment, donc n'ont pas encore abouti, et d'autres ont été lancées et sont en train d'aboutir ces temps-ci. En tout cas, vont aboutir dans les prochaines semaines ou prochains mois. La question de la bande passante reste importante parce que pour réaliser un projet, eh ben, si on rajoute des tâches à faire, si on rajoute des choses à faire dans un projet, il faut être capable de les faire. Il faut avoir les personnes qui sont compétentes pour les faire et qui ont le temps pour le faire et donc qui puissent le faire. Que ce soit au niveau des services de la collectivité ou au niveau des habitants. Donc probablement que le vrai défi, il est surtout là, sachant que globalement quand même sur un projet que lance la municipalité, on ne peut pas considérer que le dialogue citoyen, ça soit du temps perdu ou de l'effort perdu, dans la mesure où, comme c'est en amont des projets, vous identifiez les attentes et les usages et les besoins fonctionnels qui sont exprimés, ce qui vous permet d'éviter ensuite, dans le déroulé du projet et lors de sa livraison, d'être à côté de ce qui est demandé, de ce qui est attendu. Donc, on prend le pari que faire cette phase de dialogue citoyen en amont permet d'éviter ensuite, dans le cours du projet ou après le projet, des phases plutôt de rapprochement des attentes et des besoins qui au final coûtent cher, et parce qu'en réalité plus on s'éloigne du début du projet dans le temps, plus on prend le risque de s'éloigner du besoin attendu, plus ça coûte cher pour être traité et pour rétablir les choses dans leur ordre. Donc voilà les principaux défis. Après, il y a la question de la verticalité et de l'horizontalité. Je pense que vous avez compris que je ne suis pas, je suis pas de ceux qui considèrent que les élus doivent prendre des décisions de manière autoritaire, vraiment donc la verticalité à 100%, ni de ceux qui considèrent que l'horizontalité va donner les réponses à tous les problèmes que l'on rencontre depuis que la démocratie existe. Je suis plutôt dans une logique du croisement des deux. Alors vous aurez deviné que j'ai pas mis d'image ici parce que ça aurait ressemblé à un signe religieux, et donc comme je suis un grand promoteur de la laïcité, je vais pas faire l'inverse de ce que je promeux, mais en tout cas, je pense vraiment que la façon la plus efficace de renouveler les pratiques politiques, c'est probablement d'être au croisement de ces deux dimensions. La dimension verticale qui est celle du leadership politique légitimé par le suffrage universel, mais aussi prendre en compte donc, le croisement avec l'horizontalité qui est celui de la légitimité de la citoyenneté active et donc de la capacité de chacun à exprimer une expertise d'usage et de la mettre au service du bien commun. Donc c'est l'alliance des deux qui fait la différence. Et puis, comme j'aime bien Pierre Mendès France, une citation de Pierre Mendès France, tout à l'heure je vous disais que c'est en 77, la vague du socialisme municipal a permis de promouvoir la démocratie participative. En réalité, déjà en 62, Mendès France expliquait que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau de la République tout entière, donc au niveau de la France tout entière, qu'il s'agissait de mettre en place une République de la participation où chacun pourra apporter ce qu'il est capable d'apporter dans le pot commun, en quelque sorte, dans le bien commun que la République doit produire. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que j'ai respecté le timing à peu près. Je pensais même finir plus tôt, mais voilà. Et naturellement, comme c'est du dialogue citoyen, eh bien, n'hésitez pas. Merci, on peut applaudir Bassem Assef pour sa conviction et son engagement. Je vais passer tout de suite le micro à nos deux animateurs. Alors, peut-être pas pour poser vos questions tout de suite, on va, je pense, solliciter. Pendant que vous avez peut-être peaufiné vos questions, il y a juste un point que vous pourriez peut-être préciser, c'est votre rôle à vous dans ce dispositif avec vos relations avec les élus, avec les services, comment vous vous situez dans cet ensemble municipal? Je sais que ça se fait pas trop en politique d'utiliser un paperboard, mais j'y peux rien, j'aime bien. Globalement, si on doit illustrer la façon dont une collectivité est organisée, quelle qu'elle soit, alors moi je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire une municipalité, mais c'est aussi vrai certainement dans d'autres domaines, il y a un certain nombre de choses comme ça verticales qui sont ce qu'on appelle les politiques publiques. Ça peut être la culture, ça peut être la tranquillité publique, ça peut être les transports, etc., etc. Mais il y a aussi des choses plutôt horizontales. Je pense que dans le monde de l'entreprise, vous retrouvez à peu près la même chose. Par exemple, finances, ressources humaines. Et ben en fait, il y a une chose nouvelle aussi qui est un peu transversale à tous, c'est le dialogue citoyen, qui permet donc d'insuffler cette méthode, parce que finalement, ça n'est qu'une méthode, ça n'est qu'un état d'esprit, qui permet d'insuffler cette méthode dans chacune des directions qui mettent en œuvre l'action publique.
Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter de faire... Vraiment, on évite d'avoir les spécialistes du dialogue citoyen ici qui viennent faire le travail dialogue citoyen dans chacune des directions. On est plutôt dans une logique où chacun doit s'approprier la méthode. Donc, chacune des directions s'approprie la méthode. Et le dialogue citoyen ici, là, cette entité-là qui se trouve là, elle est plutôt là en appui lorsque c'est nécessaire. Et ça ne l'est pas toujours. Et donc, naturellement, le fait que cette méthode du dialogue citoyen soit très mise en avant par Johanna Rolland depuis dès avant même qu'elle soit élue, permet que les différentes directions, y compris celles réputées les plus récalcitrantes, ne le soient pas tant que ça en fait, et tout le monde, à peu près tout le monde, monte dans le bateau. Ok, appui et impulsion. Donc bon, la parole à qui la souhaite. Bien, monsieur. Alors, on va commencer par monsieur. C'est branché, oui. D'accord. Oui, Patrick Lassieux, donc du collectif 44 du Pacte civique. On a déjà eu l'occasion d'échanger, on s'est déjà rencontré avec Bassem Assé. Le Pacte civique localement... Collez bien le micro. Oui, pardon. Le Pacte civique localement essaye de mettre en place ce qu'on appelle un peu pompeusement l'Observatoire citoyen de la qualité démocratique. À ce titre-là, sur la ville de Nantes et sur Nantes Métropole, on est particulièrement intéressé par tout ce qui se met en place en termes de dialogue citoyen et de co-construction. Ce qui nous a amené, malgré notre petit nombre, à nous investir dans les réunions de quartier, dans les ateliers thématiques, dans le débat sur la Loire. Je passerai là-dessus parce que globalement, on est assez satisfait. On a eu l'occasion de l'évoquer. Par contre, récemment, on trouve qu'il y a quand même un déficit démocratique certain au niveau de Nantes Métropole sur certains projets. Et je pense en particulier au projet de construction de la centrale thermique de Rezé. Voilà. Donc, bon, on a lu attentivement les différents dossiers qui ont été déposés par le collectif opposé. Bon, il y a visiblement un problème de concertation. Il y a visiblement des gens qui ne sont pas d'accord sur le plan de la sécurité liée à la qualité de l'air. Mais je pense qu'il y a aussi une autre question beaucoup plus profonde qui est dans le dossier du collectif contre cette centrale thermique. C'est le choix. Les problèmes économiques, et est-ce qu'on est en train de passer, c'est une question que j'ai retenue, effectivement, d'un service public à un projet commercial privé où l'énergie gaz serait favorisée. Voilà, stop, je n'en demanderai pas plus. Alors, je ne vais pas vous répondre sur le détail technique du dossier que je ne maîtrise pas, juste pour resituer un peu le contexte. Et c'est pas pour botter en touche, ni pour enfiler la patate chaude à ceux qui sont à la métropole. La question de la chaufferie donc Californie qui se trouve à 30 Mous est une question qui relève de Nantes Métropole puisqu'il s'agit de questions énergétiques, notamment de transition énergétique. Et donc cette chaufferie doit alimenter, je crois, quelque chose de l'ordre de 4000 logements en énergie renouvelable et pas en énergie carbone comme c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est plutôt fait dans une logique de bien commun et de transition énergétique. Après, du point de vue de l'aspect service public versus économie des choses, je pense que tout ce que je vous ai raconté là, en fait, je ne l'ai pas dit et je me rends compte que j'aurais dû le dire dès le début ou au moins en conclusion. Mais quand on parle d'efficacité des politiques publiques, on parle bien de l'efficacité du service public. Service public auquel on est attaché parce qu'on a la coloration politique que vous connaissez. Et pour nous, le service public est d'autant plus fort lorsqu'il est efficace. Et on ne viendra pas dire au service public coûte trop cher, donc il faut réduire, donc il faut éliminer, donc il faut réduire la présence sur le territoire, etc. À partir du moment où le service public est efficace, il gagne en légitimité, il gagne en crédibilité et il gagne en capacité à s'étendre sur l'ensemble du territoire. Or, on sait que ce soit au niveau de la République, mais aussi au niveau de la municipalité, le service public, c'est quelque chose qui permet d'assurer cette cohésion sociale qu'on évoquait tout à l'heure, un peu comme les différents nœuds d'un tissu, par exemple. Vraiment, c'est ce qui permet de créer la cohésion sociale. L'image n'est pas réussie, je vais la retravailler. Et donc, pour revenir sur votre question, la question est vraie en ce qui concerne le dialogue citoyen au niveau d'une métropole. Il ne faut pas oublier qu'une métropole, c'est pas exactement comme une commune. Les décisions se prennent de manière un peu plus collective. Il y a certains périmètres, il y a certains leviers que les élus de la métropole peuvent utiliser, d'autres qu'ils ne peuvent pas utiliser. Donc la légitimité du dialogue citoyen, de cette méthode dialogue citoyen telle que nous la mettons en œuvre, elle est vraie au niveau d'une commune.
parfois elle est un peu plus complexe à mettre en œuvre au niveau d'une métropole. Donc je ne vais pas vous dire naturellement que sur ce projet-là, tout s'est très bien passé, en particulier sur l'aspect concertation. Évidemment, il y a des choses à améliorer. On essaye de rectifier le tir dans la durée sur ce projet-là. En tout cas, on apprend des leçons, puisque c'est aussi ça l'un des intérêts de cette méthode, c'est qu'on apprend des difficultés que l'on rencontre sur certains sujets, de manière à ce que la prochaine fois qu'on rencontre ce même type de difficultés sur un sujet similaire, on puisse les résoudre plus vite et de manière plus efficace. Jean-Marie Pousseur, Conseil des citoyens. Je suis un ancien, moi, de la vie politique. Bien coller le micro, s'il vous plaît. Excuse-moi. Et il y a quand même un changement nominatif assez étonnant. Il y a un mot que vous avez prononcé une seule fois et qui ne se trouve pas dans votre texte et qui, dans le temps, était le cœur de la démocratie nouvelle. C'est le mot association. C'est un signe, c'est oubli. Alors, je crois que je l'ai utilisé plus d'une fois parce que j'ai utilisé association au moins 2 fois. Vous avez dit association une fois et puis collectif. Participation associative si vous n'avez pas fait des projets citoyens. Autrement dit, c'était négatif. Non, je suis d'accord. C'est un vrai point. C'est-à-dire que la question qui se pose très vite quand on commence à faire du dialogue citoyen, c'est de se dire, est-ce que ce dialogue doit être fait avec des corps intermédiaires, les syndicats, les associations, les collectifs divers et variés, ou est-ce qu'il doit être fait avec les habitants? Moi, en tout cas, nous, on est plutôt partisans de la solution qui combine les deux. C'est-à-dire que lorsque l'association a quelque chose à dire, lorsque le collectif, lorsque le syndicat a quelque chose à dire et sa contribution à apporter au sujet, il a toute sa place. Mais lorsque des habitants qui ne font pas partie des citoyens, j'utilise le terme ordinaire, désolé, j'ai pas trouvé mieux, mais les citoyens qui ne sont pas présents dans la ville de manière organisée, donc ni dans une asso, ni dans un collectif, ni dans un parti politique, ni dans un syndicat, lorsque ces citoyens-là, qui sont probablement la majorité en nombre, en valeur absolue, ont besoin de venir contribuer au dialogue citoyen, il faut qu'ils puissent le faire également. Donc je pense qu'on n'est pas dans une logique qui dit on met de côté les associations, mais plutôt dans une logique qui dit il y a les associations qui sont dans le dialogue citoyen depuis toujours et qui le seront toujours, mais il faut aussi que les citoyens ordinaires non organisés puissent aussi y participer. Alors naturellement, quand on arrive dans une réunion et qu'on est président d'une association, quand on prend la parole et qu'on a un certain nombre d'arguments à avancer, ces arguments sont le fruit de l'ensemble des adhérents de l'association. Donc la parole a un peu plus de poids, au moins dans la richesse de l'argumentaire qui est proposé, que celle d'une seule personne qui vient se présenter seule, sauf exception. Mais en tout cas, les associations, naturellement, ne sont pas exclues de ce dialogue, bien au contraire. Et au quotidien, quand on regarde le grand débat sur la Loire, ou quand on regarde celui sur la transition énergétique, ou même les rencontres de quartier, on voit bien que l'élément de base du tissu social dans cette ville en particulier, vraiment dans cette ville en particulier, ça reste quand même le tissu associatif, clairement. Et on le compare avec d'autres villes, c'est quand on rencontre d'autres villes qui viennent se renseigner sur ce que l'on fait en termes de dialogue citoyen, il est évident que la présence des associations et leur activité dans le dialogue citoyen nous facilite la tâche, nous élus, lorsqu'on veut mettre en place ce type de méthode. C'est pas le cas dans d'autres villes. Bien, en termes de méthode, je vais vous demander des questions courtes, mais si possible, ouais, si tu peux des réponses courtes également. Oui. Allez-y. Donc Thierry Oudéron, Conseil de développement. Je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué sur le temps de la concertation et de la participation citoyenne et le temps aussi de la décision politique. Je pense que c'est important. Je pense au débat Loire qui a conduit à 30 décisions et voilà. Et à l'heure actuelle, il ne faut pas refaire le débat Loire dans d'autres instances. Et donc ça, je pense, on a beaucoup insisté aussi là-dessus, ou quand c'est tranché, voilà, on ne revient pas là-dessus. Par contre, les citoyens pourraient être associés. Alors c'est le cas avec la commission du suivi du débat Loire, mais pour d'autres gros projets,
que les citoyens puissent suivre les propositions, les décisions. Je pense caserne Mélinette par exemple, où voilà, c'est étalé dans le temps et pour pouvoir aussi continuer à consulter la population dans les réalisations ou de l'évolution future. Tout à fait. Tout à l'heure, quand on disait qu'il y avait plusieurs échelles de projets, il y a aussi plusieurs tailles de projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont durer plusieurs années, beaucoup d'années, typiquement celui sur la Loire. Certains projets vont certainement durer peut-être même plus de 5 ans. Il faut qu'on puisse tenir sur la durée, y compris dans l'information de là où on en est. J'évoquais tout à l'heure l'expression effet tunnel. Il faut éviter cet effet tunnel, même si le projet dure 5 ans, peut-être même plus. Il faut être capable à un instant T de dire là où on en est. Et Internet permet ça, parce qu'on peut mettre à jour plus facilement une page Internet qu'un journal papier. Est un exemple intéressant, ma collègue Cécile Bière, présente ici, travaille sur le principe des plans paysage et patrimoine. Plan paysage et patrimoine, c'est dans chacun des quartiers de Nantes, un groupe d'habitants fait une balade dans le quartier pour identifier les endroits qui doivent être préservés, soit parce que c'est du patrimoine qu'il faut le préserver, soit parce que le paysage est particulièrement intéressant et qu'il ne faut pas l'altérer dans le cadre de construction nouvelle, etc. Ça sera mis en ligne, ça sera mis en place dans le cadre d'Atlas pour chacun des quartiers, donc ça sera en format papier, mais ça sera aussi, d'une certaine façon, traduit dans le cadre du plan local d'urbanisme métropolitain. Donc il faut aussi qu'on soit capable de tenir au courant les participants au plan paysage et patrimoine, les habitants qui ont donné de leur temps, de ce qu'on a fait, des informations qu'ils nous ont livrées ou des trouvailles qu'ils ont faites. Donc c'est un élément important, tenir dans la durée, et cette transparence et ce souci de l'information, il faut vraiment qu'on y arrive dans la durée. Ouais, c'est une question juste pour savoir. Tu peux te présenter, Olivier. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Je suis Olivier Rigvert, voilà. Il y a un dispositif qui existe, les panels citoyens, où on va caster des citoyens pour avoir des gens différents et des gens qu'on veut vraiment entendre. On va les caster, en échange, on va les dédommager. Donc c'est un mot on a parlé de jury citoyen à une époque, ça a été assez mal vécu, mais est-ce que ce concept-là t'intéresse ou pas? Alors, il m'intéresse avec une difficulté quand même qui est celle de la rétribution, en quelque sorte. C'est-à-dire que si on les caste, entre guillemets, si on va les chercher et qu'en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, on les fait venir et qu'on doit leur promettre en contrepartie un dédommagement d'une façon ou d'une autre, en sonnante par exemple, pourquoi pas, mais on n'en est pas encore là dans la rétribution. En revanche, dans le fait de caster des gens, on l'a fait dans le cadre du grand débat sur la Loire. Il y avait un comité citoyen, je crois que ça s'appelait, avec 24 personnes qui étaient castés d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en fait on a fait un appel à candidature, ils se sont portés candidats, il y a des entretiens qui ont été passés par téléphone et ensuite on les a rencontrés pour leur dire, donc au téléphone et sur la base de leur candidature, on sait qui ils sont, leurs caractéristiques socio-professionnelles, etc., le quartier dans lequel ils habitent, mais on les a rencontrés aussi pour expliquer l'effort que ça nécessite, pour que leur engagement soit clair dès le départ, que voilà, c'est une fois par semaine pendant 4 semaines par exemple. Donc oui, on est dans cette logique. Ce qui est difficile par contre, c'est de l'appliquer sur une plus grande échelle, sur un débat comme celui sur la Loire ou sur un débat comme celui sur la transition énergétique. C'est tout à fait faisable parce qu'on a le temps et qu'on a les moyens de le faire. Sur des projets plus courts ou moins conséquents en taille, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, on va dans cette direction, clairement. Oui. Barak Arabe, je voulais poser une question, ou alors peut-être c'est une contribution, mais c'est au niveau de l'immatériel en fait, parce que jusqu'à présent, ce qu'on parlait au niveau dialogue citoyen, il s'agissait de biens matériels, pour le mieux vivre, je crois. Or, il y a un bien immatériel, je crois, qui est le vivre ensemble dont on parle toujours. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, pour faire société, d'arriver aussi à élaborer ce dialogue citoyen pour permettre aux gens de se parler, justement, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où je pense que ce qui faisait société jusqu'à présent est un petit peu chancelant, quoi. Donc, je me suis demandé, est-ce que cette approche-là, qui est technique, qui est pour le matériel, ne peut pas aller vers l'immatériel? Pas plus tard que cet après-midi, quelqu'un m'a appelé pour me parler d'une idée similaire à celle que tu décris, quelque chose qui permette aux gens de se parler
Et donc naturellement, pour moi, ça s'inscrit dans le cadre de ce que l'on fait, puisqu'on souhaite renforcer la cohésion sociale. Clairement, c'est ça. Ce qui est sûr aussi, c'est que les sujets que l'on évoque, on n'a pas de sujet tabou en fait. On n'a pas vraiment de sujet tabou dans la mesure où typiquement, en novembre dernier, au lendemain du 13 novembre, on avait une rencontre de quartier qu'on a dû reporter. On a quand même accueilli les personnes qui avaient prévu de venir. Et on a écouté ce qu'ils avaient à dire et on a pris un temps pour échanger sur le sujet. Et dans ces rencontres de quartier qui ont suivi, donc on n'a pas fait du coup en novembre-décembre, qu'on a fait en janvier et en février, la question des attentats, des causes qui peuvent expliquer les attentats, etc., ont été abordées de manière tout à fait détendue et sans que qui que ce soit se sente offusqué par ce qui a été dit. Et d'ailleurs, ce qui a été dit était très digne et très respectueux. Au-delà de cet aspect un peu dramatique des choses, plus sur notre capacité à vivre ensemble dans cette ville et dans la République en général, nous, à partir du moment où le sujet est soulevé par les habitants qui participent à la rencontre, on n'a pas vraiment de raison de le rejeter. Sauf si on constate qu'il y a une question de lobbying et que la question est soulevée pour donner lieu à un débat politique où des partis politiques viennent promouvoir leurs idées. Là, du coup, on passe de la frontière entre le participatif et le représentatif. Et donc, naturellement, si ça tourne à un débat politique pur, ce qui n'est pas... c'est pas sale non plus. Hein. On a l'idée qu'il puisse y avoir débat politique. On va plutôt orienter les choses vers un débat plutôt citoyen de participation des habitants. Et si ça doit tourner au débat partisan, alors il y a d'autres dispositifs qui existent pour le faire vivre. Donc, oui, pourquoi pas. Et encore une fois, l'inscription à l'agenda se fait sur la base de ce que les habitants proposent. Donc s'ils le proposent, on en parle. Oui, donc Michel Chupin du Conseil de développement. Comment faites-vous pour gérer le passage chez moi dans le dialogue citoyen? Parce que ça doit arriver souvent que dans les réunions de quartier, etc., on dise moi je veux bien une maison pour personnes handicapées, mais pas ici. Je veux bien un arrêt de bus, mais pas devant ma rue. Beaucoup de questions doivent arriver dans ce sens-là. Et comment gérez-vous ça? Tout à fait. Alors en fait, pour tout vous dire, le pas de ça chez moi qui existe et il y a plein d'articles qui en parlent et en réalité on ne le croise pas très souvent. Très franchement, on ne le croise pas très souvent pour une raison simple, c'est que je pense, alors peut-être que je suis un peu optimiste en disant ça, mais l'impression que j'ai, c'est qu'on ne le croise pas souvent, simplement parce qu'on est dans une prise de parole publique, donc avec plein de personnes qui prennent la parole. Et quand votre voisin d'à côté prend la parole pour proposer un composteur qui va servir à l'ensemble du quartier ou pour proposer l'aménagement d'un croisement qui est dangereux aujourd'hui et qui peut être amélioré, c'est un peu compliqué pour quelqu'un de se lever et de parler de manière très nombriliste et très individualiste en disant le bus en bas de chez moi m'embête. Franchement, j'ai pas eu cas flagrant. Parfois, c'est dit de manière un peu plus détournée. Il y a de l'autorégulation qui se passe en fait dans ces réunions de groupe. C'est aussi ça l'avantage de la transparence. C'est-à-dire que ce soit le pas de ça chez moi, not in my backyard comme disent les Américains, NIMBY, le truc qui fait peur dès qu'on parle de démocratie participative. Donc il y a l'extrême pas de ça chez moi, mais il y a aussi l'autre extrême qui est le lobbying. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage du dialogue citoyen, c'est que ça met tout sur la table. Tout se passe de manière très transparente. Si vous défendez des idées, vous êtes un collectif, vous défendez des idées, vous les dites devant tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'aller voir l'élu en cachette, en douce pour dire tiens, ce serait bien de passer de 30 à 50 dans cette rue parce que ça m'arrangerait mieux de passer de 30 à 50. De même, le pas de ça chez moi, franchement, il n'est pas si présent que ça. Et quand il est présent, il est autorégulé par la salle finalement. Je pense. Mais je l'oreille et je vous dirai ça dans quelques mois. Oui, une autre question. Oui, bonsoir. Charlotte Duc-Meyer. J'ai eu l'occasion, je suis professionnelle de la concertation, de travailler dans plusieurs villes en France et je travaille un peu pour Nantes maintenant. Et une particularité nantaise, c'est justement cette logique du panel et du recrutement de personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un appel à la candidature, on recrute. Et j'aimerais bien connaître l'histoire, justement, d'où est venue cette idée de faire plutôt des panels que des concertations totalement ouvertes. Et comment gérer, parce que j'ai eu à le faire, mais comment gérer la question du refus ? Parce que dit recrutement et panel, on dit non à certaines personnes, alors que finalement, c'est des citoyens qui ont voulu passer du temps, être volontaires pour participer. Oui. En fait, on ne le fait pas si souvent que ça. Alors, je ne sais pas sur quel projet précis vous travaillez, mais typiquement, par exemple, toutes les rencontres de quartier, elles sont ouvertes de chez ouvertes. Donc c'est clairement l'inverse du panel dans les rencontres de quartier.
Et donc cette question du panel existe sur des sujets plus précis, comme je l'évoquais tout à l'heure sur le débat sur la Loire par exemple. En revanche, je ne sais pas si vous avez un exemple particulier à l'esprit, mais si... Oui, j'ai l'atelier citoyen de l'île de Nantes, j'ai l'atelier citoyen de Doulongoard, donc il y a voilà, l'île de Nantes est là, Doulongoard, les participants sont là. Le plan paysage était plutôt ouvert. Enfin voilà, il y en a quelques-uns, c'est pas forcément tous. Mais ils sont tous ouverts à un instant T, au moment de leur démarrage, ils sont ouverts. Il y a un appel à candidature, on fait un recrutement et on s'est fixé en fait avec la collectivité un nombre maximum de personnes, avec la recherche d'une diversité de participants. Donc du coup, on se limite. Donc il y a des personnes à qui on va devoir dire non. Je pense pas qu'on ait eu l'occasion de dire non à des gens aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans certains dispositifs, pour que ça marche, on peut pas le faire à 100. Clairement, pour une balade citoyenne comme celle que pilote Cécile Beer qui vient de partir, ce ne sont pas des choses que l'on peut faire à 100, par exemple. Pour pouvoir en tirer profit, il faut que ça reste à taille raisonnable. En revanche, je ne pense pas qu'on ait été dans des cas où on a refusé des gens. Sauf exception dont je ne suis pas au courant, mais ça m'intéresse de le savoir. Vous me direz ça si ça arrive. En tout cas, l'objectif, c'est de rester dans une logique d'ouverture. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait fait sauter les fenêtres et les portes dans les rencontres de quartier. Clairement, on est dans une logique d'ouverture au maximum. On est dans une logique de casting, entre guillemets, ou de panel, sélection de personnes, simplement quand ce sont des choses vraiment très précises, et en tout cas, quand ce sont des choses qui font que, au moment de démarrage du projet, il faut être présent, et si on arrive en cours de route, potentiellement on peut retarder le projet parce qu'on est arrivé en cours de route. Maintenant, même dans ce cas-là, je pense qu'on va pouvoir s'arranger. Vraiment, la stratégie globale, c'est quand même l'ouverture. Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, Jean-Paul Berthelot, président de Place au Vélo. Je reviens à une question qui a été posée là, lors de la première intervention. Nous, à l'association Place au Vélo, on est amené à travailler beaucoup avec Nantes Métropole. Et la question que je me pose, c'est difficile parce que c'est une grande machine, c'est un grand système, et le dialogue citoyen avec cette entité est compliqué, c'est très complexe. La question que je me pose, c'est plutôt la relation qu'ont les élus avec la technostructure. Parce que très clairement, j'ai l'impression que quelquefois, il y a une délégation complète de l'élu vers les directions de service. Et là, du coup, nous, en tant qu'association et en tant que porteurs d'une forme d'expertise d'usage, on est mis clairement en difficulté parce qu'on a l'impression que de toute façon, les projets sont déjà ficelés et que, on est là, mais voilà. Et c'est un peu vrai dans toutes les concertations auxquelles on a pu être amené à participer. On le voit aujourd'hui, là, notamment sur la gare. Là. Juste peut-être d'aménagement. Compléter cette question-là par une remarque, enfin une question aussi, sur au fond la manière dont s'oppose ou pas ce que vous avez appelé l'expertise d'usage par les... Alors d'ailleurs vous avez utilisé quelquefois indistinctement citoyens ou habitants, bon, à voir, en tous les cas les habitants de la ville, et comment ça s'oppose ou pas à l'expertise technique des services et éventuellement à l'expertise alors dite politique des élus. Comment est-ce que tous ces types d'expertise se croisent? Je ne vais pas nier le fait que parfois les choses peuvent être complexes. Ceci dit, je pense que sur la question du vélo en particulier, l'élu en question, en charge de ces choses-là, a plutôt cette sensibilité-là, lui-même se baladant à vélo. Mais au-delà du sujet précis, oui, non, c'est pour dire que l'élu en question a cette fibre-là et cette sensibilité-là. Après, oui, clairement, c'est probablement plus simple de faire du dialogue citoyen quand on est sur des sujets de proximité parce qu'ils sont à taille humaine. De fait, ils sont à taille humaine. On sait quand ça commence, on sait quand ça finit, on sait qui en est responsable, on connaît l'ingénieur qui va faire l'étude, qui va faire l'instruction du dossier, etc. Probablement que le processus de décision et d'étude d'instruction est plus simple que dans une métropole dont les projets sont de fait plus conséquents, plus longs dans le temps, plus coûteux, plus techniques et parfois avec des contraintes juridiques et financières qui ne sont pas les mêmes. Donc, je pense qu'on tend vers la généralisation de cette méthode du dialogue citoyen. On n'a pas atteint l'objectif ultime encore. Et aussi, le millefeuille français, c'est pas une nouveauté. Il est compliqué, il mériterait d'être un peu simplifié. Et le point sur lequel vous mettez le doigt est clairement dans cette logique-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de difficultés
au niveau de la prise en compte par les services de la collectivité mairie, cette fois-ci, des souhaits et des attentes des habitants. Ça existe. Ça dépend aussi un peu des personnes, puisqu'on est quand même dans le domaine du service public, mais c'est du service quand même, donc c'est un service qui est produit par des personnes. Les choses se font progressivement et évidemment, on n'a pas encore atteint l'idéal. Il y a des améliorations à faire, c'est sûr. Benoît Juré, membre du Conseil de développement et résident d'une des communes de l'agglomération nantaise, mais pas de la ville-centre. Et moi, ma question, elle est très simple. C'est à quand un bureau des projets par commune ou au moins par pôle parce que c'est vrai qu'il y a eu... j'ai participé à un certain nombre de réflexions citoyennes et il y a eu une vraie frustration, par exemple, par rapport à ma ville demain, avec un investissement énorme au niveau de nos communes et finalement sur on va dire une issue qui a fait un grand flop, vu de nos communes en tout cas. Et c'est vrai que les exemples que vous avez fort bien présentés sur Nantes donnent vraiment envie par rapport à cette notion de bureau des projets. Alors, je vais reprendre l'histoire du millefeuille, malheureusement. Si j'avais la possibilité, et je peux vous dire que j'en enlèverais des couches de ce millefeuille. Mais bon, je suis qu'un adjoint du maire de la 6e ville de France, donc je n'ai pas tant de poids que ça. Clairement, oui, il y a une complexité de porter au niveau métropolitain quelque chose qui a été expérimenté au niveau de la ville. Il n'en reste pas moins que la volonté de Johanna Rolland, qui est celle de cette nouvelle façon de faire, lui permettra, j'espère, petit à petit, je ne sais pas vous dire quand, de pouvoir étendre ces capacités-là, ces nouvelles façons de faire au niveau de la métropole. Reste quand même la complexité qui est que un grand nombre des sujets qui sont traités, notamment dans le cadre des bureaux des projets, sont des sujets qui relèvent plutôt du périmètre prérogative des communes, des mairies. Donc voilà, après, je lui envoie un SMS dans pas longtemps. Bonsoir, 3 petites choses. Yves Lenné, Conseil du développement, membre du Conseil de développement depuis plus de 10 ans maintenant et participant au grand débat sur la Loire. Je me suis posé la première question au sujet de votre titre que je n'ai pas totalement en mémoire, mais je sais qu'il se termine par quelque chose comme nouvelle méthode, nouveaux moyens. Il y a... Non, ça c'était le titre de la conférence. Ah bon? Ok, donc je m'interroge sur les nouveaux moyens, les nouvelles méthodes. La deuxième question, c'est en vous entendant tout au long de votre intervention et parlant des 3 composantes, des habitants, des services et des élus, je me suis dit, dans le fond, si j'avais à faire un fromage où je dise qui véritablement exerce un pouvoir, je n'ai pas dit une décision, un réel pouvoir, sont-ce les services, sont-ce les élus, sont-ce les habitants? Ma réponse personnelle, mais je souhaiterais bien que l'on puisse faire des petits bulletins, des petits papiers blancs là, et faire la moyenne de toutes les réponses, mais ma réponse personnelle, c'est que nous représentons peut-être 10 à 15%, c'est peut-être même optimiste, que les élus ne sont pas majoritaires, je ne pense pas, peut-être 40% et 50% pour les services. Étant donné la technicité des choses, les services ont un avantage, un avantage qu'ils ne partagent pas vraiment avec les 2 autres. Bon, c'est ma vision. Et enfin, il y a un mot que vous avez dit au début, vous avez parlé de la confiance. Et la confiance dans les outils que vous développez, elle nous vient du fait, en fait, qu'on a vu pour la première fois dans le débat. Moi, si j'ai eu confiance dans ce débat pour la Loire, c'est qu'on m'a dit il y aura un suivi. Il y aura il y aura des gens qui contrôleront. Mais qu'est-ce qu'ils contrôlent? Ils vont contrôler les 30 engagements qui eux-mêmes ne sont pas significatifs forcément du débat.
Mais ça, c'est un autre problème. C'est déjà bien qu'il y ait un suivi, car le suivi peut se poser cette question-là. C'est en gros tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. La question du suivi est importante parce que on part vraiment de l'idée que le dialogue citoyen ne peut marcher que si les citoyens participent. Pour qu'ils participent, il faut que leurs attentes en participant soient remplies à peu près. Et pour qu'elles soient remplies, il faut qu'on leur prouve qu'elles sont remplies. Il faut qu'on prouve à quelqu'un que quand il a passé du temps à échanger avec d'autres citoyens, avec les services, avec les élus, il n'a pas perdu son temps. Et pour lui prouver ça, il faut que le suivi permette de dire voilà où on en est dans un projet, ou alors le projet est terminé, le voici, l'équipement existe, ou le réaménagement existe, ou une politique publique a été imaginée. Et le suivi, vous avez vraiment mis le doigt sur le point important pour l'avenir, c'est que c'est grâce à ce suivi qu'on réussira à prouver aux habitants qu'ils ont bien fait de venir participer et que donc ils reviendront. Juste sur une remarque que vous avez faite tout à l'heure sur habitants, citoyens, usagers, moi, habituellement, j'aime pas du tout le mot habitant parce que je trouve que c'est très fonctionnel. J'habite dans une ville, j'y habite, j'y travaille, j'y vis, mes enfants y vivent, grandissent, etc. J'aime bien le mot citoyen, mais parfois quand je dis le mot citoyen, j'ai l'impression que c'est un peu pompeux et que les gens me regardent bizarrement. Donc du coup, je me rabats sur le mot usager, mais qui n'est pas génial non plus parce qu'on n'est pas que dans une relation utilitaire. Donc je maintiens le dialogue citoyen et donc j'essaye autant que possible d'utiliser le mot citoyen. Monsieur. Bonsoir, Jean-Sébastien Grappon-Cibois de la Jeune Chambre économique de Nantes. On a eu l'occasion de discuter assez récemment ensemble. Et ça revient un peu, j'ai deux questions. Et la première revient un peu à celle de Monsieur Lenné. Je me posais la question de l'évaluation de l'action. Comment on évalue l'action une fois qu'elle est terminée ou l'aménagement du territoire une fois qu'il est fini? Et je vais me permettre de poser la deuxième question tout de suite. C'était, vous m'avez remis un ouvrage que vous avez édité début 2016, qui est très riche et intéressant. Et vous parlez également de transmettre ces bonnes pratiques hors de Nantes. Qu'en est-il de ce projet? Merci. Alors, sur la première question, qui est celle de l'évaluation, elle est extrêmement importante. Et je ne l'ai pas abordée ici, parce que par manque de temps, mais elle rejoint un peu la question du suivi. C'est-à-dire qu'en fait, le suivi peut se faire pendant la phase de réalisation du projet, auquel cas le suivi, c'est juste tenir au courant les participants au projet et les citoyens en général de là où en est ce projet. En revanche, une fois que le projet est livré, une fois que l'équipement est livré, une fois que la politique publique est mise en œuvre, il faut qu'il y ait une évaluation. Et nous, tel qu'on la conçoit à Nantes, et c'était déjà le cas dans le précédent mandat, et mon collègue Pascal Bollot est en charge de cette politique-là, on fait de l'évaluation participative. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'évaluation un peu contrôle de gestion comme on peut faire dans les entreprises, un tableau Excel, ce que ça a coûté, ce que ça a rapporté, etc. On est plutôt dans une logique participative qui est de dire, quand je mets en place une politique publique, j'interroge les personnes qui ont expérimenté cette politique publique et je remonte des aspects qualitatifs de leur retour d'expérience. Juste un exemple, et on en a d'autres qui sont en train d'être programmés, juste un exemple, lorsque la question de la réforme des rythmes scolaires a été mise en place, on a mis en place dans la foulée, un peu après, une fois qu'elle a été mise en œuvre, on a mis en place une évaluation participative qui s'est appuyée sur des entretiens donc qualitatifs avec les enseignants, avec les personnes qui s'occupent de l'après-école, disons, de la NAP en l'occurrence, pour ceux qui ont... J'allais dire parascolaire, mais non, c'est périscolaire. Et même les enfants, en fait. Et avec des façons de faire avec les enfants, des façons de poser les questions, et des spécialistes qui ont posé les questions de manière à pouvoir tirer un maximum de profit des informations qu'ils nous ont livrées. Et donc, c'est cette forme-là d'évaluation que l'on essaye de mettre en œuvre. C'est pareil, faire des entretiens de ce type, c'est autre chose que remplir des grilles Excel, et ça prend un peu plus de temps. Par contre, on tient à le faire parce que je pense que c'est comme ça qu'on améliore ensuite de manière un peu itérative ce que l'on met en place. Sur la question de comment faire profiter, c'est pas très modeste ce que je dis, mais comment faire profiter d'autres collectivités de ce que l'on sait faire ici et des expériences qu'on a et des leçons qu'on a apprises. On a des rencontres avec un certain nombre d'autres collectivités. On a reçu Dijon avant l'été. J'ai rencontré Rennes, Brest et Grenoble il n'y a pas très longtemps, pendant le mois de juillet. Hier et avant-hier, on recevait deux activistes, deux militants de la démocratie participative qui nous venaient de Taïwan. Donc
voilà, on essaye un peu de répandre la bonne parole, entre guillemets, avec les moyens limités dont on dispose, en particulier montant limité en l'occurrence, pour dire les choses comme elles sont. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, comment est-ce que vous regardez au fond deux éléments des initiatives de Grenoble, notamment sur la votation, hein, c'est-à-dire qu'effectivement sur le dispositif qui consiste à recueillir un certain nombre de voix de citoyens avant de mettre à discussion telle ou telle initiative. Et puis, comment vous regardez également l'initiative, au moins sur une partie, l'initiative rennaise des budgets citoyens et de quartier? Merci pour cette question, c'est une vraie question, parce que vous voyez bien que les deux sujets que vous évoquez ne sont pas des sujets qui apparaissaient ni dans mes slides, ni dans ce que j'ai pu dire. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un hiatus, si je puis dire. Sur la question de la votation, il est probable que la proximité de Grenoble avec nos amis helvètes les a incités à aller vers le système de votation. Genève n'est pas très loin de Grenoble. J'ai habité à Grenoble, c'est pour ça que je me permets cette anecdote. On n'est pas dans une logique de je soumets une solution et je vous demande de voter pour cette solution ou contre cette solution. On est plutôt dans une logique délibérative, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique d'entretien qualitatif et pas de vote quantitatif en fait. En tout cas, sur la majorité des questions qui sont posées par nous, on préfère plutôt aller vers le délibératif plutôt que vers quelque chose où l'on demande aux gens de voter pour ou contre, ou alors rouge, vert, bleu sur 3 réponses à une question. Je pense que ce n'est pas nécessairement dans notre culture française en général. Après, il faut aussi prendre en compte le fait qu'à Grenoble, la situation politique est un peu particulière, puisqu'il y avait 4 listes au deuxième tour, si je ne me trompe pas, et qu'en fait, la liste qui a gagné avec un nombre de voix très faible, de l'ordre de 20 000 ou 25 000 ou quelque chose comme ça. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est que dans la mesure où leur légitimité était limitée par ce nombre de voix, alors quiconque réussit à recueillir ce même nombre de signatures pour lancer un débat peut le faire. De même sur la logique de la votation, etc. Je pense qu'ils ont aussi, d'un point de vue plus idéologique, et dans ma bouche le mot idéologique n'est pas une insulte, au contraire, je pense qu'ils ont aussi, d'un point de vue idéologique, un penchant vers la démocratie directe. C'est un choix, c'est pas le nôtre. Nous, on est plutôt dans une logique de démocratie délibérative. Sur Rennes et quelques autres villes, notamment Paris par exemple, la question des budgets participatifs se pose systématiquement quand on parle de démocratie participative, à tel point que c'est devenu, pour le journaliste, il n'y a pas de journalistes dans la salle, je veux dire du mal des journalistes, ça se fait pas pour un politique de dire du mal des journalistes, mais les journalistes vont retenir quelque chose de très simple qu'ils peuvent exposer en 2 lignes. Et donc un budget participatif, un vote pour un budget, on allie comme ça les 2 questions, c'est simple à expliquer, c'est simple à montrer, on peut prendre une photo, c'est assez rapide. On n'est pas dans cette logique, on est plutôt dans une logique de fond, du qualitatif. Ça ne veut pas dire que les budgets participatifs, c'est pas qualitatif, mais il n'y a pas la notion de débat et de délibératif qui va avec. On y viendra aussi, on le fait d'une certaine façon avec les bureaux des projets. Mais on le fait aussi avec tous nos projets que l'on met en place avec du dialogue citoyen. Les budgets qui vont avec sont participatifs d'une certaine façon. Puisqu'avant de dépenser l'argent, et sur la façon de dépenser l'argent, on a posé la question aux habitants pour qu'ils nous disent ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Nous allons prendre une dernière question. Oui, je vous en prie. Bonsoir, Emmanuel Torlasco, Conseil de développement de Nantes Métropole. Une question toute simple, puisqu'on parle de dialogue citoyen. J'ai bien compris les espaces qui étaient très ouverts, enlever les portes, etc. Enfin, la plupart du temps, ceux qui viennent s'exprimer, sont ceux qui ont l'habitude de prendre la parole. C'est des lobbyistes, ce sont des associations qui sont des lobbies comme les autres. Et quand ils ne sont pas d'accord, comme les NIMBY, ils montent une association et on y arrive. Ce qui m'intéresse, juste une expérience que j'ai entendue, j'arrive pas à mettre la mémoire sur où est-ce que j'ai entendu, c'est un maire de l'Est qui nous a expliqué que pour des projets de quartier, il réservait un certain nombre de pourcentages de gens qui tiraient au sort dans l'annuaire. Alors on lui a posé des questions et il disait clairement, non seulement on ne s'est pas arrêté là, mais il fallait que ces gens viennent parce que de toute manière, eux ne font pas partie d'associations, donc ils n'ont pas de voix organisée.
C'est pas des gens qui, quand ils voient de lumière, rentrent, ils rasent plutôt les murs et rentrent chez eux pour tout un tas de raisons X, Y, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, d'ailleurs, entre parenthèses. Et ils ont mis en place un système où non seulement ils les ont tirés au sort, mais ils sont allés les voir plusieurs fois pour leur dire, vous allez participer. Non, non, je sais, je participe pas, j'ai rien à dire. Si, vous allez participer, avec les moyens d'aller les chercher, les aider parfois à garder leurs enfants quand il y avait une problématique. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir ce type, c'est pas forcément tout le monde, mais un pourcentage qui peut être réservé, puisque là, pour le coup, on aurait vraiment accès à un dialogue citoyen de gens qui sont des citoyens, mais qui n'ont accès à aucun moyen d'expression et de pression tout court. Tout à fait. En fait, c'est une question qui, c'est même une réponse qui a été donnée dans le précédent mandat, où parmi les membres de conseil de quartier, il y avait un certain nombre de membres qui étaient tirés au sort, un pourcentage en fait qui était tiré au sort. Sauf que ce qu'on constate, et ce à quoi vous vous attendez certainement, c'est que les personnes tirées au sort ne vont pas nécessairement venir y participer, et on les perd au fur et à mesure qu'on avance. Sauf cas rares, notamment les cas de personnes qui ont le temps. Après, c'est pas un rejet en bloc de la notion de tirage au sort. Je constate juste que dans le cadre des conseils de quartier sur le précédent mandat, c'était pas un succès, pour pas dire autre chose. En revanche, dans les conseils citoyens qu'on a mis en place, en particulier pour les quartiers de politique de la ville, donc les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont les quartiers en rénovation, notamment rénovation urbaine, etc. Je pense par exemple aux deux qu'on a mis en place ici en guise d'expérimentation à Malakoff pour l'un et à Nantes-Nord pour l'autre. Donc Malakoff en fin de phase de rénovation et Nantes-Nord en début de phase de rénovation. On a fait en sorte, je crois même que la loi l'imposait, on a fait en sorte que ces conseils citoyens spécifiques à ces quartiers-là prennent en compte un certain nombre de personnes tirées au sort. Ce qui nous a permis de renouveler la population, entre guillemets, qui participe à ce type de démarche dans ces quartiers précis. Ce sont deux expérimentations. Tout à l'heure, je disais que l'expérimentation était l'un de nos principes. Si on constate que ça marche, notamment sur la durée, on le renouvellera ailleurs. Restera quand même un point particulier, le suivant. Si on considère que les rencontres de quartier ne sont plus quelque chose d'institutionnel avec... qui se notabilise parfois avec je suis membre de conseil de ceci, membre de conseil de cela. La difficulté, et on pourra en reparler une fois que nous on aura le retour d'expérience sur ces deux expériences dont je vous parle, la difficulté c'est comment faire en sorte de tirer au sort des personnes qui vont venir participer à quelque chose qui n'est pas institutionnel, à quelque chose qui est de fait ouvert à tout le monde. Est-ce que ça ne revient pas à dire faisons mieux la communication et allons vers les gens en leur disant vous avez le droit de venir, venez donc avec nous. Parce qu'on n'a plus de membres de conseil de quartier. Donc du coup, on n'a plus de membres tirés au sort et membres candidats par lui-même. Donc c'est la limite de l'exercice. Ceci dit, on l'expérimente quand même dans les conseils citoyens pour ces deux quartiers précis. Et si ça marche, on le fera ailleurs. Je pense en particulier aux quartiers populaires, tout en veillant à ne pas être dans l'injonction à la participation, parce qu'on ne veut pas non plus mettre la pression à des gens qui ont suffisamment de pression. Bien, et il n'y a pas de questions aussi. Alors, allez, deux dernières. Alors, monsieur, vous vouliez prendre la parole aussi? Alors, les deux dernières questions. Juste une remarque en fait, Philippe Guilleneuf, je suis un citoyen assez engagé dans plein de choses. Et juste par rapport au conseil de quartier, effectivement, c'est la loi qui est un tirage au sort. Et la loi impose la mise en... Enfin, après, j'ai plus tous les éléments en tête parce que j'ai travaillé dessus l'année dernière, mais ça m'est sorti de la tête. Mais c'est la loi. Et certes, la ville de Nantes l'expérimente, mais c'est la loi. Bonjour, Jean-Patrick de la Jeune Chambre économique de Nantes. J'ai bien compris, tout d'abord, merci pour la présentation, donc c'était très clair. J'ai bien compris votre paperboard et du coup, par contre, je reviens sur la question de monsieur. Finalement, je me dis, le sujet en fait est très très vaste. Il y a plein de choses à faire. Mobiliser les citoyens qui n'ont peut-être pas envie de se mobiliser, c'est très compliqué. Et finalement, je me dis, combien de personnes vont ou font partie de l'équipe pour aller mobiliser autant de citoyens sur le territoire nantais? Merci. Je ne sais pas vous dire combien, mais ils ne sont pas pléthores non plus, parce que du fait des contraintes budgétaires que les collectivités ont, vous êtes au courant de tout ça, on ne s'est pas amusé à recruter des gens juste pour aller frapper à la porte ou pour animer des réunions. C'était pas possible. En revanche, on considère désormais que ça fait partie des compétences d'un certain nombre de services qui sont en relation directe avec les habitants, d'être en état de mettre en œuvre cette méthode de dialogue citoyen. Donc voilà, c'est quelque chose qui désormais quasiment fait partie de du descriptif de poste en quelque sorte. Merci pour toutes ces questions et puis les mots de conclusion pour Philippe Audy.
Merci, je vais faire assez court évidemment. Je vais reprendre finalement quelque chose que vous avez dit au début et puis l'ambition que vous avez affirmée à la fin. Et le chemin va être sans doute assez long, enfin je pense que vous en êtes conscient. Vous avez parlé de révolution culturelle. Alors c'est vrai qu'on a été très longtemps en France dans une attitude où le citoyen déléguait son pouvoir aux élus et finalement ensuite pendant 6 ans, les élus travaillaient avec les services et le citoyen, il ne s'en mêlait pas, il ne demandait pas d'ailleurs. Hein. Et les élus considéraient qu'ils avaient le pouvoir et qu'il fallait qu'ils l'exercent à partir d'un programme qu'ils avaient présenté, et voilà, qu'ils étaient légitimes. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, et en particulier le fait que le citoyen, alors d'abord, paradoxalement, il ne vote plus, mais en même temps, ça veut dire qu'il ne délègue plus son pouvoir et que donc il revendique de pouvoir discuter, y compris des projets qui ont été portés par l'équipe qui a gagné. Puisque souvent, l'équipe qui a gagné, elle a été élue par 30% du corps électoral. Enfin, et encore, c'est pas mal. Et donc, du coup, il y a 70% qui n'ont pas délégué leur pouvoir. Et tout ça fait que c'est pas anormal que finalement, on ait maintenant des citoyens qui ont envie de contester ou de débattre, en tout cas, des projets qu'on leur présente. Et dans tout ça, il y a ce triangle que vous avez évoqué, élus, experts techniques, qui sont les services, et les citoyens qui revendiquent autre chose. Et quand il y a un triangle, souvent, ceux qui gagnent, c'est ceux qui font une alliance à deux. Et historiquement, l'alliance à deux, elle était spontanée entre les élus et les services. Hein. Les élus avaient besoin des services parce qu'ils n'avaient pas la compétence technique, etc. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les citoyens aimeraient bien que ceux qu'ils ont élus, peut-être, les écoutent un peu plus et constituent l'alliance face aux services techniques. Enfin, c'est un peu ce que j'ai compris de ce qui a été dit d'ailleurs dans le débat ce soir. Alors, ceci étant, je crois que de toute façon, il est clair qu'on est bien dans une révolution culturelle. Alors, quand on dit une révolution culturelle, souvent on dit c'est une génération. Et donc ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que les services comprennent que les décisions ne se prendront plus de la même manière, ne peuvent plus se prendre de la même manière, et donc qu'ils doivent aussi faire leur révolution culturelle, comme les élus et comme les citoyens, quelque part. Voilà, et c'est peut-être au bout d'une génération qu'on arrivera à faire cette république de la participation que vous avez mis en exergue. C'est une belle ambition, mais le chemin va être long quand même. Hein.